On se retrouve pour l'épisode 5 de notre podcast avec les 4 coachs de chez SBD Forever Coaching et on va lancer tout simplement comme d'habitude les sujets. Qui veut commencer? Moi je peux, si vous voulez. Vas-y, c'est parti, je te laisse alors. Eh ben allez, j'attaque. Moi je voulais parler des variations aujourd'hui et tout bêtement, un truc un peu sympa, un peu facile à faire. Votre variation préférée sur chaque mouvement et pourquoi, et celle que vous programmez jamais sur chaque mouvement et pourquoi. Je crois que j'ai fait une vidéo YouTube qui ressemblait un peu à ça, si je dis pas de bêtises. Allez, bah on annule. Mais non, mais en vrai c'est intéressant. Je vais commencer, hein. Mais pour parler des variations, en fait, variation préférée, je pense que ça dépend un peu de la période. Il y a des périodes où je vais être plus enclin à utiliser une variation ou une autre, et en tant que coach et en tant qu'athlète, c'est deux choses différentes aussi. Donc je pense que c'est un peu compliqué d'y répondre, mais je pense que je vais juste simplement dire celle que j'ai le plus utilisée, on va dire, C'était ça le but, en tant que coach. Ma petite variation fétiche au squat, c'est le tempo 3-0-3. Ouais. Celle que j'ai le plus utilisée, je pense. Bon, mes athlètes pourront attester. Et donc tout simplement parce que je trouve que d'un point de vue... En fait, ça apporte beaucoup de choses d'un point de vue technique. Et souvent, sur une séance un petit peu de milieu de semaine où tu veux pouvoir un petit peu gérer l'intensité pour quand même avoir une bonne fin de semaine, je trouve que c'est juste le bon compromis pour pouvoir travailler techniquement sur quoi tu as besoin de travailler sans être trop loin du comp que tu fais au final et en pouvant un petit peu ajuster la charge. Donc je trouve que ça a vraiment beaucoup d'intérêt techniquement, notamment au niveau du placement de ton bassin, etc. Comment est-ce que tu gères tes genoux quand tu commences à exercer de la force. Il y a tellement de choses intéressantes. Donc ouais, le tempo 3-0-3. Au niveau du... C'est quoi? Je propose qu'on fasse chacun le squat, chacun le bench et chacun le terre comme ça au moins. Et du coup, une que tu programmes jamais. Une que je programme jamais. Au squat. En vrai, du pin squat. Je pense. C'est pas que j'aime pas cette variation, c'est que déjà elle est très impratique à mettre en place. Genre c'est compliqué pour la plupart des gens dans leur salle de mettre du pin squat. Et deux, en fait c'est vraiment la grande majorité. Et la deuxième raison, c'est que je trouve que au final quand tu fais un pause squat, c'est quelque chose d'assez similaire. Bon, certes c'est pas la même chose, mais t'as moyen de... En fait je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt dans notre sport, puisque ça encourage du coup un petit peu dissocier vraiment l'excentrique de la concentrique, alors qu'au final c'est tout l'inverse de ce que je prône, on va dire, en tant qu'athlète, c'est-à-dire vraiment d'utiliser l'excentrique pour te placer, pour te ressentir et optimiser ton placement. Donc je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de un peu dissocier ces deux phases et de commencer par la concentrique. Ouais. Donc voilà, le pin squat je pense. Allez. On va faire en tour. Vas-y. Alors, je pense que celle que j'utilise le plus au squat, qui est un peu ma favorite, je dirais que c'est le post squat, avec des poses un peu longues, notamment pour les athlètes débutants intermédiaires. Je pense que c'est quelque chose qui corrige énormément de problématiques au niveau de la stabilité, au niveau de la gestion de ta descente, de la tension en bas, de pas t'écraser. Ça te permet aussi de conscientiser quand t'es en bas comment tu vas initier ta descente, ne pas partir trop en avant ou en arrière, ou enfin voilà, toutes un petit peu les problématiques techniques. Je ne vais pas plus élaborer, je pense que globalement c'est une variante qui englobe pas mal de choses. Celle que je programme jamais, en vrai, il y en a certaines que je programme moins, mais je dirais que celle que je programme vraiment jamais, c'est du front squat. Là pour le coup, et limite même ma réponse est un peu pas très pertinente parce que c'est trop peu, c'est très peu spécifique. C'est trop peu spécifique. Et après je dirais le high bar j'en programme, le tempo descente je programme, le tempo comme toi j'en ai pas beaucoup programmé mais quand même un petit peu. Mais je dirais le front squat. Après, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus sur le front squat. Mais tu vois, pour le post squat, moi je trouve que le post squat c'est une variation un peu pour les avancés. Enfin, en fait, je trouve que c'est très compliqué de faire marcher le post squat. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une variation qui peut être utile et vraiment intéressante, mais je trouve que c'est très compliqué de le faire marcher. Et c'est pour ça qu'au final, j'aime pas trop en mettre parce que je trouve que souvent ça a pas forcément les vertus que tu recherches, tu vois, à la base sur ton mouvement. Du coup j'aime pas trop en mettre, j'avoue, mais quand j'en mets c'est pour une raison particulière et en général c'est avec des athlètes qui sont assez avancés. Ouais, parce que le débutant il va pas forcément comprendre pourquoi, sans qu'il ait besoin de savoir pourquoi il le fait. Ou alors il va même accentuer son problème, tu vois ce que je veux dire. Genre typiquement je le mets pour des gens qui ont tendance à être trop sur l'arrière du pied en bas du mouvement, pour qu'ils se mettent plus sur l'avant, mais les gens qui ont, on va dire, un vice, ont tendance à l'accentuer sur la pause, puisque du coup tu te mets dans ta position un petit peu de confort, etc. Et souvent ça a tendance à vraiment te faire aller dans le schéma dans lequel tu vas encore plus, alors que moi je vais l'utiliser un peu dans le truc inverse pour dire écoute, peut-être que si tu te mettais un peu plus sur l'avant tu te sentirais mieux et tester un peu des choses comme ça. Ouais, j'avoue que j'ai pas eu trop ces problématiques-là sur l'utilisation du post-squat. Je pense que c'est en partie lié aussi à la façon dont tu le détailles, tu l'expliques. Je pense effectivement si tu cales juste du post-squat, genre fais du post-squat et le mec il fait une pose dégueulasse où il s'écrase, etc. C'est sûr que ça perd beaucoup de son intérêt. Mais moi déjà de base, j'ai tendance à faire des poses assez longues justement pour forcer ça. Parce que je pars du principe que
tu mets une pause, ou deadlift ou squat d'ailleurs, ou même au bench, si au plus elle est longue, au plus ça va exacerber la difficulté. Donc en fait, sur une pause de 1 CT, on va dire au squat, tu peux te permettre de chier un peu, ça passe. Par contre, si tu fous 3 CT, tu fais vraiment 3 CT, si tu fais vraiment de la merde en bas, ça passera pas. Là, ça va être catastrophique. Et en fait, et là où je le trouve intéressant, c'est pour le feedback immédiat de l'athlète. Tu descends en bas, tu fais 3 CT de pause, si tu fais n'importe quoi, tu vas le sentir immédiatement. Pareil sur du bench 5 CT, du coup, bon, je vais en parler après, mais voilà. Et c'est vrai que les variantes, j'ai tendance à apprécier une fois de plus, pas forcément pour les avancées. Typiquement, un gars qui squatte très bien depuis 2 ans et demi, je vais pas lui mettre du 4 CT post squat, je vois pas l'intérêt. Mais pour débuter intermédiaire, ouais, j'aime bien, je trouve que ça consolide bien la technique. En fait, moi, au global, j'ai essayé d'éviter entre guillemets les variations un peu ce que j'appelle punitives, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des variations qui, quand tu fais les choses mal, vont tendance à les exacerber. Et pour moi, du coup, ça, je le réserve aux athlètes qui sont confirmés, parce que le but des athlètes, on va dire intermédiaires débutants, c'est pas trop les confronter à ces patterns qui sont un peu complexes, et plutôt faire de la répétition pour garder un pattern qu'on a qui est stable et l'améliorer. Et après, pourquoi pas aller dans des trucs un peu plus complexes, tu vois. Je sais pas, c'est comme si je répétais une chose facile plein de fois pour me permettre de faire une chose plus compliquée après, tu vois. Moi pour le squat, j'aime beaucoup mettre des tempos aussi, j'avoue, un mélange de vous deux. J'aime bien le 3-0-3, c'est vrai que j'en mets beaucoup parce que je pense que c'est une variation qui peut être gardée sur du long terme pour un athlète, même s'il a un très bon niveau, même si sa technique est bien rodée et tout, c'est toujours un bon moyen de pratiquer, de travailler son équilibre et tout, donc j'aime vraiment bien ça. Après j'aime bien aussi les tempos excentriques pause, je trouve ça assez intéressant. Et puis un truc moi aussi que je mets aussi de temps en temps, pas tout le temps, et j'ai tendance à essayer de l'enlever dès que possible, c'est du low pin, du coup à pas confondre avec le pin squat où tu pars juste de la position, où tu fais juste du concentrique. Moi ce que j'aime bien c'est le low pin où en gros tu viens descendre à la profondeur, à la depth, et tu viens poser la barre sur les sécurités et remonter, donc t'as la phase excentrique et t'as la phase concentrique. Et moi j'aime bien ces variations là, c'est plus pour des débutants ou alors pour des personnes qui ont des problèmes assez spécifiques, et c'est pas des variations que je garde assez longtemps, c'est des variations qui me permettent de faire comprendre un truc à l'athlète, et une fois que c'est compris, on passe à autre chose, alors que par exemple le 3-0-3 c'est quelque chose que je peux mettre sur du plus long terme, donc je dirais que je programme plus du 3-0-3. Et une variation au squat que je programme jamais, je dirais genre un squat élastique, tu vois, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. J'en ai jamais programmé et je compte pas en programmer parce que je trouve pas que c'est hyper utile dans notre sport, surtout quand on fait du row. Donc voilà. En plus, c'est comme le pin, c'est pas. Enfin, moi, c'est pour ça que je disais le pin, je comptais aussi le pin, c'est que je trouve que c'est pas pratique, tu vois. Il y a plein de trucs, genre, si t'as pas les pins, tu peux pas le faire. Si t'as une prise comme moi large, tu peux pas le faire parce que du coup, tu t'écrases la main sur le pin. Enfin, il y a plein de moments, je trouve, où c'est un peu complexe. Et je trouve que c'est aussi dur pour l'athlète. Enfin, c'est une variation qui peut être difficile pour l'athlète à mettre en place. Sauf quand tu le dis, quand t'as vraiment une cue particulière, tu vois. Mais pour moi, ça fait un peu partie des variations punitives, justement, où c'est très exigeant sur ce que tu fais. Genre, je sais pas, pour ceux qui ont déjà fait du low pin bench, par exemple, c'est une variation qui est super dure parce que si tu touches pas exactement au bon endroit, tu peux être à genre 80% de ton max et il va rien se passer. Tu vois. Et alors que quand tu la poses sur ton corps, en fait, tu peux rattraper un peu la position, la retrouver. Là, vraiment, elle est posée, elle est inerte. Et en fait, tu dois partir de cet endroit-là. Donc, si t'es pas pile au bon endroit, il se passe juste rien et t'as l'impression qu'il y a genre 6000 kilos sur la barre, quoi. Et toi? Damien, il veut dire un truc. Ouais, je vais ajouter un truc parce qu'au final, ça croise ce que Coco et Charlie vous avez dit. Moi, je suis d'accord avec toi, Charlie, sur le low pin squat, par exemple. C'est effectivement une variation qui est très momentanée. Genre, je vais la mettre à un moment donné parce qu'effectivement, je trouve que du fait de ce côté punitif, et c'est d'ailleurs un terme que j'emploie avec les athlètes, du fait de ce côté punitif, ça permet vraiment d'avoir un feedback instantané assez brutal. Et quand l'athlète, il est un minimum alerte d'un point de vue de sa technique, donc pas un débutant, une fois qu'il a un peu d'expérience, je la mets jamais pour un débutant. Je pense que via justement cette complexité, il est capable de... Alors, pas forcément d'autodiagnostiquer, parce qu'il n'a peut-être pas le recul nécessaire en termes de connaissances pour analyser d'où vient le problème, mais en tout cas, il va sentir quelque chose, et généralement, je vais le mettre, en gros, je vais faire une première phase où en fait, il n'aura pas de low pin, et ensuite, je vais lui mettre le low pin, si jamais c'est nécessaire, pour en fait lui faire comprendre tout ce qu'on a travaillé auparavant, et si jamais il a bien compris, en fait, le low pin se passera bien, et si c'est pas le cas, en fait, il comprendra, ah oui, d'accord, ok, là, en fait, je chie mon low pin parce que si, et au final, c'est plus ou moins ce que je lui disais en termes de cueing auparavant. Et à l'inverse de toi, je trouve que les variations punitives, quand l'athlète, il a un minimum d'expérience, c'est intéressant parce que justement tu te confrontes à quelque chose de très dur et ça l'oblige à énormément de pression et de rigueur technique. Et moi je suis un grand partisan de ça et je trouve qu'au final c'est une très bonne manière de le faire progresser. Alors effectivement il y a certains cas de figure où l'athlète juste il va pas y arriver, mais je pense que de façon globale j'ai plus de réussite que d'échecs avec les variations punitives. Du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait,
j'ai tendance à être très exigeant sur le comble justement et du coup c'est un peu ma priorité, tu vois, je le vois vraiment comme ça, c'est en mode je fais tout ce que je peux pour résoudre le problème sur le comble sans forcément avoir besoin d'amener de variations et si besoin je vais en mettre une. Mais en fait j'aime pas trop ce truc là parce que pour moi ça donne l'impression un peu à l'athlète qu'il a besoin de faire autre chose pour corriger le problème de base, tu vois ce que je veux dire, alors qu'en réalité je pense que 99% des problèmes techniques peuvent être corrigés juste en ayant une cue, en faisant attention à une chose, en répétant et en trouvant au final ce qui va pas, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai plus cette approche là et qu'au final j'aime pas trop ça, mais je pense qu'en vrai dans les deux cas ça fonctionne, c'est juste prendre le chemin que tu veux prendre et l'expliquer de la manière dont tu l'expliques, tu vois. Et moi je sais que bah voilà, de manière générale je suis plus spécifique que toi on va dire dans la programmation, donc forcément c'est peut-être une des choses qui en ressort d'essayer de résoudre d'abord le problème sur le comp plutôt que d'amener on va dire de prendre un autre chemin pour arriver au chemin de base, à la fin de base quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Au final, moi, je fais un peu les deux, c'est-à-dire qu'en gros, on corrige sur le comp et la variante est au service de la correction technique pour le comp en fait. C'est pour exacerber un point en particulier si nécessaire. Parfois, il n'y a pas besoin, donc il n'y a pas de variante. Mais si nécessaire, effectivement, en gros, sur le queuing X sur le comp, tu as ça à modifier, il faut que tu fasses ta. Et ensuite, la variante, selon les périodes, effectivement, elle va varier la variante pour justement exacerber un aspect que l'athlète a besoin de bosser ou d'exacerber. Voilà. Ok, et bah du coup moi sans trop détailler parce qu'on en a pas mal parlé, mais celle que je programme le plus au squat c'était le 303 aussi en tempo, et celle que j'avais mis que je programme jamais, j'avais mis comme toi le front squat parce que je la compte quand même comme une variation de squat et pas comme une assistance. Mais j'avais même pas pensé aux élastiques en plus, mais ouais globalement c'est du front squat parce que en soi tu peux créer toutes sortes de variations un peu. Mais si tu prends les trucs genre les 10 variations les plus utilisées. Oui, mais je veux dire justement à l'inverse en fait des variations pas utilisées tu peux en créer un peu à l'infini, tu vois, des trucs qui sont un peu genre folklore, tu vois. Mais ça serait ça, ouais. La SSB, parce que c'est vrai que du coup même moi dans mon raisonnement j'y ai pas pensé. Vous en programmez ou pas? Moi j'en ai, mais c'est pas. Enfin je trouve que c'est un peu complexe. Ça dépend du schéma moteur de l'athlète en fait. Si il a un low bar avec pas mal de, il se penche beaucoup. Je trouve que ça a tendance à avoir des effets négatifs techniques, donc je vais faire attention de ne pas en trop en mettre, ou alors encore une fois, bien cul en te disant voilà, je préfère que tu mettes 50 kg de moins, mais que tu forces ta position plutôt que ça déteigne sur ton comp. Donc en vrai, j'en mets, mais disons que je la fuis un petit peu en même temps, parce que je trouve qu'elle est complexe à mettre en place. Ouais, au final, c'est vrai que j'y pensais pas, mais le front squat c'est un peu trop évident. J'aurais peut-être dit de la SSB. C'est plus une variation de pivot ou si jamais l'athlète a des douleurs. Bah, au final, ça ressemble à un front squat. Hein. De quoi? Un SSB, ça ressemble souvent à un front squat quoi, dans la mécanique. Ouais. C'est juste que tu peux un peu tricher. C'est-à-dire que tu peux prendre de l'angle de buste sans que la barre dégage, alors qu'en front squat, pas du tout quoi. Ouais, donc au final, j'aurais dit la SSB, je pense. Ouais, non, moi la SSB, j'aime bien. Si le mec a des douleurs au coude, au poignet et tout, qu'il a une SSB, ça peut être pas mal. Au lieu de faire un high bar, il fait une SSB. Bah moi tu vois justement j'avais ce truc là au début quand mes athlètes avaient mal au coude je leur mettais du high bar et des SSB, et maintenant en fait je préfère réduire quasiment la fréquence complètement et répartir le volume sur 2 séances, ou alors entre guillemets lui dire bah écoute tant que ça évolue pas qu'on le gère, ça va peut-être être un petit peu problématique pendant 1, 2, 3 semaines mais après on va réussir à le contrer plutôt que de mettre de la SSB. Mais en vrai ça dépend un peu du pattern aussi du gars. Ouais voilà, ça dépend de ça, et je pense que ça dépend c'est avec l'expérience qu'au fur et à mesure j'ai fait ça. Je pense pas que ce soit si je le fais je pense que c'est mieux au fond de moi, mais au final je pense que ça change pas énormément de choses. C'est juste que j'évite toujours de prendre le chemin où je risque d'altérer la technique de l'athlète pour rien, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup quand j'ai un choix à faire je prends toujours le choix, en gros je fais un peu un calcul de risque récompense, tu vois, bénéfice, et si je me dis qu'il y a beaucoup de chances que ça ait un impact négatif sur la technique, bah je préfère ne pas le faire et réduire complètement la fréquence plutôt que de prendre des risques on va dire inutiles, même si en réalité ils sont pas vraiment inutiles, c'est moi qui considère qu'ils le sont quoi. Il y a une dernière précision, si je devais comparer quand même front squat SSB, je mettrais la SSB bien au-dessus dans la pratique du power. Le front squat vraiment c'est trop, c'est ce que je dis en fait, le fait que tu puisses pas prendre d'angle de buste, c'est complètement l'inverse du low bar, parce que le principe de low bar c'est de pouvoir prendre de l'angle de buste, donc c'est vraiment trop peu spécifique. Et puis après justement les gens vont dire bah oui bah justement peut-être que c'est bien parce que tu travailles un truc que tu travailles pas. Moi je suis pas partisan de cette mécanique là, je suis partisan du truc de voilà, et je travaille encore plus. Enfin tu vois, c'est un peu moi genre dans ma façon de faire, je me dis il vaut mieux développer ses points forts plutôt qu'essayer de faire rattraper ses points faibles, tu vois. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses, et pour l'hypertrophie de manière générale en fait, si ton corps n'utilise pas certains muscles qui sont très peu hypertrophiés, c'est juste qu'il en a pas le besoin, et c'est pas en les utilisant plus qu'il va se dire oh ils existent, je vais les utiliser, tu vois. C'est juste qu'il est en mode bah non, genre ces muscles là sont pas hypertrophiés, ils sont pas stimulés, ils me servent à rien, donc et que dans le cadre du bodybuilding où tu as envie de les développer parce que tu en as besoin dans la pratique, mais nous comme tu le dis, s'ils sont pas développés c'est qu'on les utilise pas et on a peut-être pas besoin pour les mouvements comptes. D'un point de vue même pure optimisation, le fait de pas avoir ces muscles à développer, c'est du poids en moins, donc en théorie t'es plus léger. Bon, ça représente pas grand chose, tu vois, mais si tu veux parler d'un point de vue purement optimisation, je pense qu'il y a plus d'intérêt à ne pas développer certains muscles plutôt qu'à les développer. Genre typiquement les mollets, c'est vraiment
inutile, genouillère plus grande, même si ça va faire une grosse différence, et c'est vraiment du poids qui sert à rien du tout, quoi. À rien du tout. En fait, je pense que la problématique dans le côté rattraper les points faibles du front squat, c'est... Moi, je dirais pas que c'est complètement inutile, mais le problème du front squat, c'est qu'en fait, c'est l'extrême opposé de ce que tu travailles. C'est-à-dire que vraiment, dans l'idée, tu es à l'extrême opposé du pattern d'un low bar. Donc au final, même si tu rattrapes des points faibles, entre guillemets, c'est des points faibles qui sont tellement éloignés de ce que tu utilises en termes d'angle articulaire, etc. sur ton comp, que oui, littéralement, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Oui. À la limite, la SSB, déjà, tu te penches un peu plus, ça reste moins spécifique, mais on s'en rapproche. Au final, c'est ça, c'est une question de spécificité, quoi. Le front squat, c'est vraiment à l'extrême. Et surtout que, en fait, en dehors de juste l'aspect quelle taille fait mon muscle, il y a tellement d'autres choses qui impactent la force dans on va dire, l'hypertrophie musculaire, comme on avait déjà parlé, je crois, sur un podcast, mais l'angle de pénation, typiquement. Oui. En fait, quand ton muscle est habitué à générer de la force dans un certain angle, il va se renforcer dans cet angle-là, et donc il sera plus fort dans cet angle-là, alors que tu pourras avoir beaucoup moins de masse musculaire qu'un autre mec, mais qui sera pas renforcé là, et il sera moins fort dans cette amplitude précise. Et tu le vois très bien dans certains sports. Je peux pas donner d'exemple comme ça parce que je m'en rends pas compte, mais tu prends typiquement un haltérophile qui a l'habitude d'avoir toujours un squat ATG, il va arriver sur des angles de genoux très très importants et il sera très fort dans ces angles-là. Un power, c'est une zone qui est quasiment pas utilisée et justement qui doit pas être utilisée pour optimiser ton squat. Donc du coup, on sera pas fort dans cet angle-là. Par contre, d'avoir plus d'angles de buste, donc de hanche, flexion de hanche, là on sera beaucoup plus fort qu'un haltéro qui lui va l'éviter, tu vois. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est indépendamment de la masse musculaire que tu vas avoir dans tous les muscles extenseurs de la hanche, c'est dans quelle amplitude ils sont forts. Parce que tu as le recrutement, on va dire, intra- et intermusculaire, comment tu te places, dans quel pattern tu es habitué d'aller, donc dans quelle amplitude tes muscles, tes tendons, tes ligaments, même tes articulations de manière générale sont capables et sont habitués d'aller. Et aussi, comme je le disais, l'angle de pénation. Donc en fait, c'est l'angle avec lequel le muscle se construit, entre guillemets, c'est un peu vulgarisé, pour permettre une tension optimale à l'endroit X, quoi, de l'amplitude. Oui, c'est entre autres pour ça que si tu es habitué à low bar très penché, tu fais ton front squat, il y a fort à parier que tu sois très très faible en front squat par rapport à ton low bar, parce que les angles, tu vas jamais dans cette amplitude de genou et t'es jamais aussi vertical, donc au niveau des extenseurs thoraciques, même principe. Passe au bench. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 3 mouvements. Ça va accélérer un peu. C'est vrai qu'il y a 3 mouvements, j'étais en mode c'est fini là, mais non. On va les dire. Et bon, ouais. Allez, bench, la variation que je programme le plus. En vrai, je pense que c'est 3CT ou Larsen. Parce que j'ai tendance à mettre beaucoup de fréquences au bench, donc du coup j'ai toujours aussi une variation dans la semaine en général qui est plus cool. Donc j'aurais tendance à dire, ouais, je pense que c'est quand même 3CT. 3CT, je la mets beaucoup cette variation. En fait, c'est un peu un comp plus dur. Tu vois, tu te prépares à la plus grosse pause que tu pourras avoir en comp si vraiment il y en a des vénères. Donc du coup, j'aime bien, encore une fois, ça peut permettre de réduire la charge tout en restant très spécifique. Donc dans beaucoup de cas, j'aime bien ça. Juste, faut faire attention à comment tu l'adaptes en fonction de sync et soft touch. Parce que la pose doit pas être de la même manière. Et la variation que je mets jamais au bench. Tu vois, l'opine, j'en mets parfois, pas souvent, mais j'en mettais surtout au début de ma carrière de coach. Maintenant, un peu moins. En vrai, je pense une variation que je mets vraiment pas beaucoup, c'est le close grip. Ok. Le close grip, je pense. C'est vraiment une variation que j'utilise pas beaucoup. Même si dernièrement, je l'utilise un peu plus. Alors, celle que j'utilise le plus, au final, c'est un peu comme toi, c'est le 3, 4 et 5 CT. Ça va dépendre des périodes. Généralement, au moins il y a de reps, au plus la pause est amenée à être longue. Pas forcément, je peux mettre souvent, même il y a des singles en 3 CT. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la durée des pauses. C'est qu'en gros, notamment pour un gars qui soft touch, tu lui mets une pause longue, ça le force à être extrêmement rigoureux techniquement, à bien gérer sa descente, à garder la tension au max du max. Et en termes de standard, je le vois un peu comme du travail en handicap. En fait, en comp, allez, au pire des cas, tu vas avoir du 3 CT si l'arbitre il est pas gentil, que tu chies un peu ta pause. Donc là, au final, si t'es habitué à l'entraînement de temps en temps à faire du 4-5, arrivé en compétition, tu seras pas du tout surpris. Et pour ce qui est de la moins utilisée, je dirais le touch and go, ainsi que et le bench élastique en vrai, parce que c'est déjà un peu plus fréquent que squat élastique. Donc ouais, je dirais les deux. Touch and go, à la limite, pourquoi pas sur du pivot ou quoi, pour casser un peu la routine en série très longue volume. Et l'élastique, ouais, non, là pour le coup, pas du tout. Trop peu spécifique et effectivement galère à mettre en place. Selon le banc que t'as, si t'es en salle commerciale, etc., c'est un calvaire. Je suis en pleine réflexion depuis tout à l'heure. En vrai, je me demande quelle variation je mets jamais. Moi, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, le bench, je pense que c'est le mouvement où je suis le plus spécifique. Donc en vrai, c'est celui où j'utilise le moins de variations aussi. Donc c'est peut-être pour ça que c'est plus dur sur le bench que sur l'autre. J'ai l'impression. En tout cas, pour les variations que j'utilise beaucoup, pareil, les longues pauses, donc 2, 3, 4 CT, 5 CT, j'utilise un petit peu moins.
Mais 2, 3, 4, j'aime bien. Et j'aime bien aussi parfois les accompagner d'un tempo sur l'excentrique, parce que pour certains soucis de trajectoire et tout, parfois ça peut être assez intéressant. Et pareil, le Larsen c'est un peu comme le 3-0-3 au squat, c'est une variation que je peux mettre sur du long terme, que je peux mettre quasiment tout le temps en athlète, parce que vu qu'il y a souvent de la fréquence et pas mal de volume, c'est une variation sur laquelle tu peux faire pas mal de volume parce que t'es moins fort de manière générale, et en plus d'un point de vue technique je trouve que ça a quand même du sens, donc c'est pas mal. Et une variation que je mets jamais, je dirais, en vrai, Touch and Go, c'est pas con, j'y avais pas pensé, mais en fait, j'y avais vraiment pas pensé tellement pour moi, ça n'existe quasiment pas, mais c'est vrai que du coup, je le mets jamais. Close grip, très peu. Mid grip, j'ai tendance à le mettre un petit peu, mais vraiment close grip, genre prise anatomique, pareil, je le mets quasiment jamais. C'est très peu spécifique et je pense que si c'est amené de manière un peu trop brutale, ça peut créer des douleurs ou des gènes sur les athlètes. Et donc après, voilà, élastique, pareil, j'en mets pas beaucoup. Et puis... Cals, poteau. J'utilise pas mal, moi, en vrai. L'un ou l'autre, parce que en fonction de comment tu peux le mettre en place et du problème spécifique de l'athlète, moi, c'est des variations que j'aime bien, mais pareil, que je garde pas hyper longtemps, parce que sur un bloc, généralement, ça suffit. Sinon, après, ça devient un petit peu trop. Moi, je pense que ça fait partie des variations que j'utilise le moins. Dans le top 3, Cals, poteau, enfin toutes celles qui réduisent, on va dire, l'amplitude. J'utilise vraiment pas beaucoup. Genre le mid-pin au bench, j'utilise jamais, tu vois. Ouais, en fait, déjà, c'est quasi impossible à mettre en place. Si quelqu'un a un gros pontage, c'est mort. Et c'est trop dur, encore une fois. Tu réduis la ROM, plus tu poses, c'est un peu bizarre. Donc, ouais, en vrai, c'est vrai qu'il y en a plein. Que pour le coup, le mid-pin, je trouve que ça crée des mauvaises trajectoires parce que, en fait, tu sais, quand tu descends, tu as tes diagonales dans ta descente. En fait, tu vas arriver sur un point un peu charnière où tu commences à rentrer les coudes pour descendre. Et du coup, tu te retrouves dans une position où tu n'arrives pas à pousser de là. En fait, tu arrives à pousser quand tu as l'inertie d'en bas, mais quand tu n'as pas cette inertie, en fait, tu es là en mode genre je comprends pas, je suis mal placé, etc. Alors qu'en fait non, du coup ça va avoir tendance à te faire soit ouvrir plus les coudes, soit fermer plus les coudes, en tout cas faire sa transition un peu trop ou pas assez tôt, et du coup je trouve ça vraiment pas ouf le mid-pin. Du coup moi très rapidement, celle que je mets le plus 3CT, et celle que je mets pas du tout, j'avais mis élastique. Parce que élastique partout hein. Non, c'était quoi l'élastique? C'était quoi t'avais dit toi pour le front squat? Ah oui, front squat, ouais. Et ouais, le premier truc auquel j'ai pensé c'était élastique, parce que vraiment j'ai jamais mis. Bah tu vois, j'en ai mis à Clara. Elle en a fait il y a pas longtemps. Ah ouais. Je crois que c'est. J'ai dû en mettre 5 fois depuis que je coach. Vraiment pas souvent. Mais des fois, je me dis, tu vois, on a tenté pas mal de trucs, ça fonctionne pas. Je me dis, en vrai, dans la logique, c'est un truc qui pourrait fonctionner. Donc pourquoi pas, tu vois. Et parfois ça marche ou parfois c'est l'inverse. Mais en vrai, c'est comme tout. Hein. Ça va vraiment dépendre de comment tu l'amènes, dans quelle période, avec quel but. Mais ça va être toujours une variation un peu annexe. Genre, je vais mettre après un comp, tu sais, en fin de séance, un truc plus chill pour avoir un travail technique, quoi. Ouais, ça va être très circonstanciel. Il y a un peu d'intuition et ça fait peut-être partie de ce qu'on a dit au précédent. L'avant-dernier podcast, de la partie un peu exploration, créativité. Arrivé à un certain point, tu dis pourquoi pas, effectivement. Et peut-être que tu vas découvrir que c'est pas mal. Oui, au pire des cas, tu la mets comme bloc et c'est pas grave. Et justement, ça m'amène. C'est vrai que tu as soulevé un point très intéressant, Charlie, c'est que c'est vrai que quand j'y réfléchis, je compartimente un peu les variations. Comme tu as dit, c'est-à-dire il y a des variations de long terme que tu peux plus ou moins garder tout le temps et des variations très ponctuelles. Tu vas la mettre une fois de temps en temps. Ça me fait penser à ce que je disais la dernière fois sur le beltless. Le beltless, ça m'est arrivé de mettre juste un bloc. L'athlète, il a dit, tiens, j'ai compris un truc, c'était cool. Et après, on le remet plus parce que pas la variation qui me paraît la plus pertinente. Voilà. Deadlift. Deadlift, en fait, c'est le mouvement où, de manière générale, il y a le moins de fréquence, je pense. Donc, c'est celui où il y a le moins de variations. Enfin, parce que t'as vite fait d'avoir que deux deadlifts, donc 2 compes au final. Mais quand je mets des variations, on va dire que ma variation de cœur, ça va être le 3CT genou, quoi. Tempo 3CT genou. Je trouve qu'un peu comme le tempo 303, elle a vraiment beaucoup d'intérêt technique. Et elle permet de limiter la charge, de se rendre compte de ce que tu fais mal, de ce que tu peux faire mieux. Mais je trouve que c'est une variation qui est adaptée plus aux gens qui ont tendance à tirer de rond. Ou de rond hanche très haute, plutôt que l'inverse. Parce que justement, en fait, tu vas apprendre à laisser partir ton dos, comprendre comment tu te places, etc. Tolérer la flexion. Ou en tout cas, tu sais, quand t'as tendance à te faire mal au dos, t'as tendance à aller chercher en extension tout de suite par protection. Et en fait, c'est un peu une variation qui va te dire, ok, genre, vu que je pousse doucement, je me sens, ok, ça va, je peux pousser un peu plus fort. Et en fait, tu vas retrouver ta position plus naturellement. Donc je trouve que c'est une variation qui est adaptée un peu à mon style de tirage au terre, mais pas forcément à tous. Et celle que j'utilise le moins... Je pense qu'en vrai, ça va être la variation des lifts opposés, quoi. Tradi sumo tradi. Okay. C'est un truc que j'utilise au tout début, genre pendant 1 ou 2 blocs, histoire de voir si on peut pas faire mieux ou si l'autre est pas optimisé. Et une fois qu'on a fait le choix, en général, je suis en mode bon, ok, c'est bon, on l'utilisera plus, quoi. Ouais.
Alors, me concernant, ça a été très évolutif. Je dirais qu'au début de ma carrière de coaching, c'était le pose ras du sol que j'utilisais le plus. Ça, ensuite, quand je vous ai rencontré, parce que je connaissais pas c'était il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, je connaissais pas trop le tempo au genou. C'était celle qui est devenue un peu ma favorite. Et dernièrement, je me retrouve à trouver pas mal d'intérêt au halt, en vrai, au halting. Alors, une fois de plus, c'est une variante un peu plus circonstancielle, mais je la trouve très intéressante juste pour le côté bosser ta position de départ et ta répétabilité, en fait. Tu fais 2 reps, mais en réalité, t'as 4 départs, donc tu dois te placer 4 fois, tu dois être précis 4 fois sur ton placement. Et ça demande beaucoup de rigueur technique, et j'aime beaucoup ça. Celle que j'utiliserai le moins, en vrai, oui, bon, l'opposite stance, effectivement, sauf au début, au final, même contexte que toi. Et élastique, en vrai, je dirais qu'au terre, c'est un peu plus fréquent aussi de voir des élastiques, et je l'utilise pas vraiment. Et pareil, assis à la limite, le bloc pull. Enfin, le deadlift un peu surélevé, ça pour le coup, et le déficit. Pour moi, c'est la variation des mecs blessés, ça. Ouais, en fait. Quand j'ai réfléchi au sujet, j'étais là genre élastique, déficit, beltless. Déficit, mais oui. Ouais, le déficit. Ah oui, ouais. déficit. Mais Genre, moi, je dérecommande le déficit. De ouf. Déjà en tradi, c'est extrêmement circonstanciel. En sumo, vraiment pas quoi. Pour le coup, sumo, pour moi, ça a beaucoup plus d'inconvénients que d'intérêts. Déjà en termes de stress, de mobilité, ça te demande, selon la position. Genre, j'imagine bien Charlie faire du déficit avec sa position. Les vaches, elles prendraient très très cher. Ouais. Ouais. Mais en fait, même dans le cas où t'as une position comme moi, ça va juste te forcer à avoir plus de flexion de hanche, à perdre ton slack, ta position de départ. C'est ça. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, un peu comme le block pull. Oui. Parce qu'au final, tu changes tous tes leviers, quoi. Ouais. Vu que c'est le seul mouvement quasiment où tu te places par rapport à la barre, tu vois ce que je veux dire, ta barre elle bouge, elle bouge autour de toi, quoi. Alors que le reste c'est l'inverse un peu. Ouais, du coup pour la variation que j'utilise le plus moi au terre, j'aurais tendance à dire en vrai je fais beaucoup de comptes. Moi j'avoue je mets beaucoup de comptes en place. Quand j'ai une variation j'aime bien le 3CT en dessous des genoux, c'est cool par rapport au 3CT pause que j'aime vraiment beaucoup moins. À la limite pour des mecs qui tirent en tradi, je trouve que le pause c'est pas mal. Pour des athlètes qui tirent en sumo, le 3CT pause, je suis vraiment pas fan parce que généralement pendant la pause, la position de hanche elle va changer, l'athlète il va venir s'asseoir un peu comme comme du chair deadlift et qui là, je pense une des pires variations qu'on peut faire au terre. C'est en fait tu t'assois sur une box et tu trouves ta position de hanche comme ça et après tu pousses dans les jambes. Voilà. C'est des deadlift bars et des mecs qui s'assoient en fait et qui poussent que dans les côtes. Par rapport aux variations que j'utilise pas, moi j'aurais dit déficit deadlift parce que je le mets jamais. Mais vu qu'on l'a déjà dit, je dirais genre le chair deadlift, j'en ai jamais programmé et je compte pas en programmer. Ouais. C'est vrai qu'on avait parlé, je crois, dans un podcast justement, le 3CT. En fait, ça tendance à créer beaucoup de problèmes. Enfin, en fait, ça te crée une technique qui n'est pas réaliste par rapport à ce que tu feras sur du lourd en comp. C'est-à-dire que oui, tu vas te redresser, tu vas te dire, waouh, je me sens super bien, mon lock il est super bien, machin, etc. Oui, d'accord. Rajoute 1 kilo de plus, ok, il se passe plus rien, j'arrive plus à le faire. Et c'est pour ça qu'effectivement c'est un peu à double tranchant de le faire. Après quand on est des techniques un peu comme Loïc et moi justement plus de rond etc, je trouve que tu peux moins le faire en fait de te redresser, donc ça pose moins de problème. Mais évidemment sur des cas comme toi là je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais. Tu parles duquel de 3CT ras du sol ou jusqu'au genou? Pause. En fait, nous, on peut pas vraiment tricher parce que tu peux pas vraiment. Enfin, moi, je peux pas vraiment plus me redresser. Tu vois, avec le dos, je peux pas vraiment plus squatter la charge en fait. Alors que toi, tu pourrais totalement. Et tu te sentirais mieux en plus en le faisant sur du léger. Alors que sur le lourd, ça serait pas du tout le cas, quoi. Et c'est un peu le problème que t'as eu pendant un moment d'avoir les hanches trop basses et de pas forcément comprendre comment tu te déplaçais idéalement tes hanches. Une variation ici que j'aime vraiment de plus en plus mettre en ce moment, mais que j'utilise pas réellement comme une variation par rapport à un mouvement de comp, c'est-à-dire que par exemple si jamais j'ai envie de rajouter une exposition sur du soulevé de terre mais que j'ai déjà par exemple 2 expositions dans la semaine, un comp et une variation, je kiffe mettre du stiff leg deadlift, que ce soit, et tout particulièrement pour les athlètes qui tirent en sumo, mais généralement je le mets plutôt comme une sorte d'assistance entre guillemets ou comme une 3e exposition pour amener petit à petit davantage de fréquence pour que l'athlète puisse le tolérer. Mais même par rapport à des problèmes techniques, j'ai certains athlètes pour qui je leur ai mis dans leur 2e séance de terre de la semaine alors qu'ils en ont que 2, tu vois, mais par exemple je mets un top 7 en comp et après je mets des back-off avec du stiff leg et je trouve que c'est en sumo. En sumo, en tradi aussi, mais le tradi est un peu plus spécifique en stiff leg parce qu'en tradi généralement on a les hanches un peu plus hautes, alors qu'en sumo c'est assez intéressant justement pour les athlètes qui ont tendance à trop avancer les genoux, à trop s'asseoir. Et j'aime bien mettre du stiff leg, ça leur permet de se rendre compte que avancer moins les genoux et garder ses hanches hautes, c'est possible sans être trop en avant. Et donc voilà, petite dédicace pour cette variation. Ça donne une idée.
Moi, c'est vrai que je crois que toi, je t'ai même déjà mis du clean grip. Je sais pas si tu te souviens, du clean grip en sumo. C'est quoi ça? En gros, c'est juste tu prends un grip plus large, donc ça fait un peu comme un déficit, mais sans changer. Ouais, clean, snatch, les deux sont possibles. Clean, c'est un peu moins vénère que le snatch, quoi. Et ça te permet en fait, d'avoir plus d'amplitude, mais sans trop changer ta position de départ autant. Et c'est vrai qu'en vrai, en soi, au terre, tu peux en créer. En fait, à chaque fois que tu bouges ta main d'un centimètre, c'est un peu une nouvelle variation, tu vois. Moi, rapidement, 3 CT jusqu'au genou. T'as préféré? Ouais. Ok. Et ce que je programme jamais, je pourrais faire une liste super longue, mais dans les trucs qui restent assez classiques, j'avais mis déficit, beltless, élastique. Ouais, beltless. En fait, beltless, je trouve que c'est encore une fois, c'est tellement. Ça dépend tellement de. Il y a des cas, comme on avait dit, où on peut en mettre, tu vois. Si tu casses les côtes. Enfin, si t'as une côte fêlée, si t'as mal. En fait, dans une technique comme nous, moi perso, genre, ma technique réside autour de ma ceinture. Tu m'enlèves ma ceinture, je suis perdu. Ah bah, c'est mort. Parce que j'ai créé toute ma technique autour de ma ceinture, en fait, d'être bloqué. Surtout, je la sers beaucoup d'être bloqué autour de la ceinture, etc. Donc, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que je pourrais toujours tirer 90% de mon max, certainement, mais voilà, ça s'arrêterait là, quoi. Je perdrais peut-être 10% sur mon max. Parce que j'ai tellement créé ma technique autour qu'en fait, j'en ai besoin, quoi. Et pour moi, les gens voient ça de manière négative, alors que pour moi, pas du tout. Je trouve que c'est ultra positif, qu'en fait ça veut dire que justement tu utilises ce que tu as à disposition pour optimiser ton terre, tu vois. Et c'est un peu comme les gens qui disent oui, vous savez plus squat sans genouillère, d'accord, mais en fait on me demandera jamais, ou en tout cas pas dans l'état actuel, de squatter sans genouillère. Donc en fait c'est normal que je squatte moins sans genouillère, ça veut juste dire que justement je sais utiliser le matériel qu'on me met à disposition en fait. C'est comme dire à un mec, t'enlèves tes chaussures, tu perds 2 secondes au 100 mètres, bah ouais, normal quoi. Ouais, d'ailleurs, ça fait tilt un peu, notamment à la ceinture, plus ça, je suis d'accord. On avait diabolisé, enfin, il avait été diabolisé pendant un bon moment, le fait que si tu avais un max assez différent en beltless vs belt, c'est pas bien, t'avais des lacunes, etc. Alors qu'au final, non, comme tu dis, si la ceinture t'apporte beaucoup, c'est que tu sais l'utiliser, parce que la ceinture, elle est pas magique en soi. C'est pas tu mets la ceinture, hop, t'as plus 40 kilos, il faut savoir brace. Dans ton cas, tu la places de façon spécifique parce que tu te connais, parce que voilà, tu sais comment ton terre fonctionne avec. Et justement, c'est une bonne chose, clairement. Moi, j'ai des potes go muscu, ils aiment trop mettre des réels avec un soulevé terre à tant de kilos et mettre sans ceinture. En mode, je lui dis genre, ouais, mais tu sais que si tu mets une ceinture, tu soulèveras peut-être plus lourd si t'arrives bien à te servir et tout. Ouais, mais non, c'est trop bien, sans ceinture, c'est-à-dire que je suis fort. Ouais, en fait, il y a cet aspect un peu d'équipement, c'est le truc que tu mets parce que tu veux être plus fort en gros pour tricher. En gros, je stagne, ah bah je vais mettre un truc comme ça. Que non, en fait, moi ma ceinture à 170, je l'ai au terre, tu vois. Ouais. Comme au squat à 170 je l'ai, en fait je la mets pas quand ça devient dur, tu vois, je la mets parce que justement j'en ai besoin, voilà, enfin même pas forcément, enfin parce que si je veux être efficient techniquement j'en ai besoin en fait, tu vois, mais comme dit je pourrais tirer à 90% de mon max, qui resterait toujours beaucoup plus que l'humain lambda sans ceinture en fait. C'est pas parce que t'en as besoin que t'es faible, que t'es faible ou que t'es pas efficient, je vois, en tout cas je trouve ça un petit peu antinomique. Je pense que c'est a priori, je conclue sur ça, je pense que c'est a priori de la ceinture des go muscu, comme tu dis, des gens de façon générale en salle, c'est qu'en fait il n'y a pas la compréhension du processus du bracing de façon globale, et qu'en fait eux ils se concentrent sur la sensation, c'est-à-dire ils mettent une ceinture, ils la serrent super fort, ils font waouh la différence de fou que ça fait en termes de sensation, du coup de proprio, et du coup ils en déduisent à travers ça qu'en fait ça change énorme, ça change vraiment la donne. Parce qu'en fait tu crées un bracing artificiel. C'est ça, exactement, et du coup surtout tu te sens compressé, t'as l'impression de pouvoir respirer, alors que la ceinture c'est pas ça, normalement tu la mets, ça te compresse un peu, mais c'est vraiment dans ton cas toi c'est spécifique, mais pour la majorité des gens tu mets ta ceinture, elle te serre un peu, tu peux quand même la garder 30 secondes, une minute, et c'est vraiment le bracing et l'intention que tu vas faire qui va créer cette rigidité. Mais si tu mets juste ta ceinture comme ça et que tu fais rien, il y a juste une sensation proprioceptive et plus 10% de rigidité, quoi, c'est rien. Après c'est ça aussi, c'est que en fait la plupart des gens qui disent qu'ils tirent sans ceinture, c'est parce qu'en fait ils savent pas utiliser la ceinture. Exactement. Donc oui, ils s'en rendent même pas forcément compte de la différence qu'il peut y avoir. Ok, du coup moi je vais introduire le sujet numéro 2 et je pense qu'il va être assez rapide, ça va un petit peu contraster avec le tien. Pour vous, quelle est la chose qui est le plus négligée en power pour progresser, que les gens négligent le plus, ou peut-être si vous voulez parler de votre expérience et de celle des gens de manière générale, voilà. Waouh. Moi j'aurais tendance à dire le rythme de vie. Genre j'ai pas bien dormi cette nuit, donc c'est pour ça que j'ai fait une mauvaise séance, pas grave, je dormirai mieux la nuit prochaine. Bah non, en fait, dors mieux la nuit, tu vois, essaye de dormir mieux tout le temps. Ou alors, j'ai pas assez mangé pendant 3 jours, j'ai perdu 2 kilos, du coup c'est pour ça que je me sens pas bien. Ouais, bah pourquoi t'as pas assez mangé, tu vois, t'as toujours moyen d'essayer d'optimiser au max. Alors après, si t'as des réels problèmes, par exemple que t'es genre vraiment insomniaque ou ce genre de trucs, bah c'est différent, mais de manière générale, je pense que c'est le rythme de vie et le fait de faire les choses à temps, tu vois, par exemple dire...
si je vais m'entraîner aujourd'hui et que je vais à la salle à 17h30, c'est pas arriver à la salle à 19h parce que t'as pas quitté ton téléphone de l'après-midi ou alors parce que t'as pas réussi à changer de truc et à te dire que tu devais être ça. Donc moi je pense que le rythme et l'hygiène de vie de manière générale c'est hyper important. En fait, moi je pense que ce qui fait que c'est compliqué pour les gens, c'est que c'est un truc que tu fais tous les jours, c'est banal, tu sais. Donc t'as vite fait de te dire, oh, bon, je le refais. Enfin, tu vois, c'est tellement banal dans nos vies de manger, dormir, machin, que tu dis, oh, une fois, sur les 40 000 fois où je l'ai fait, c'est pas très grave. Sauf que ça peut être la fois qui va faire la différence, Ouais, quoi. je pense. Moi, j'ai toujours un peu du mal avec ce genre de questions parce que il y a la vision, on va dire notre vision de on a tout consacré autour du power et du coup c'est facile entre guillemets pour nous et c'est la base de bien dormir, de bien manger, etc., d'avoir une bonne récupération, une bonne hygiène de vie. Et après tu as les gens qui juste pratiquent par plaisir, qui font quand même de la compétition, mais qui te disent bah je veux pas être champion du monde, juste ça me fait kiffer, tu vois. Et après, dans ce cas-là, dans la version, enfin dans ce qu'a dit Charlie, ça rejoint un peu ce que tu dis là, dans le sens où en fait c'est fait au mieux avec ce que t'as, tu vois, c'est pas fait au mieux point, enfin si c'est fait au mieux, mais du coup dans ton contexte, tu vois, c'est à dire que quand il dit ça, je pense qu'il s'attend pas à ce que tout le monde dort 14 heures par nuit et que voilà, mais en fait si t'as le choix entre dormir 7 ou 9 heures et que t'as vraiment le choix, c'est à dire que tu passes ton temps à scroll sur YouTube ou tu fais des trucs qui servent à rien dans ta vie en fait, et qu'au final tu dors 2 heures de moins, là ça n'a aucun sens, et tu c'est vois. surtout se dire genre par exemple j'ai fait une mauvaise séance parce que j'ai mal dormi, bon bah voilà c'est pas grave, j'ai fait une mauvaise séance parce que j'ai mal dormi, bah non c'est relou, t'as fait une mauvaise séance parce que t'as mal dormi, ne dis pas c'est bon je ferai attention à mon sommeil les 3 prochains jours, tu fais attention à ton sommeil les 3 prochains jours et après le reste de la semaine tu vas perdre du temps alors que tu pourrais dormir, etc., ou plein d'autres choses, tu vois. On parle du sommeil parce que c'est un exemple facile à prendre, mais il y a plein de facteurs qui peuvent être pris en compte, donc en fait c'est se dire que je ferais mieux la prochaine fois, tu vois. Ça, je pense que de manière générale, en fait, pour même moi, pour déjà, par exemple, excuse-moi, je te coupe, ouais, mais genre à l'entraînement, je sais pas, t'as un 6x3 à faire au squat. Tu fais tes 4 premières séries trop nulles, tu dis oh j'ai fait les 2 dernières séries qui étaient bien, c'est bon, c'est ok. Non, c'est pas ok, t'as 6 séries, il faut essayer de faire les 6 séries de manière les plus propre possible, tu vois. En fait, pour moi, sur ce genre de truc, déjà, si c'est un effort, enfin, si c'est tellement un effort que ça de se coucher tôt, de manger bien, etc., c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est que pour moi, genre, c'est un peu comme le principe de la diète. Si, genre, à chaque fois que tu dois faire ce qu'il faut pour être dans ta caté, où c'est vraiment un effort de fou furieux, machin, etc., en fait, c'est peut-être juste que t'es pas arrivé à cet équilibre dans ta vie qui fait que en fait de juste faire les choses normalement c'est faire les choses bien, tu vois. Et moi j'en suis là depuis super longtemps, genre manger bien pour moi c'est juste une normalité, tu vois. Quand je vais au McDo, au BK ou au resto, c'est l'exception, c'est pas l'inverse, tu vois. Et c'est vrai dans tout. Quand je dors mal, c'est l'exception. Pour moi la normalité, 99% de mes nuits c'est dormir correctement, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce truc inverse de je dois faire un effort pour bien dormir, je dois faire un effort pour bien manger, alors que moi je le vois pas du tout comme ça, c'est juste la normalité, tu vois. Les retours après la séance du samedi du SBD principal des gens où t'as genre j'ai dormi 10 heures cette nuit, du coup j'étais en pleine forme, t'es en mode putain les autres nuits tu fais quoi, tu dors 6 heures, et souvent oui c'est ça. Ouais. Bah c'est con parce que si t'as les moyens de dormir plus, bah en fait il y a rien qui t'en empêche. Et je pense que t'as toujours moyen dans ta journée de gratter 30-45 minutes en faisant moins de trucs qui servent à rien pour dormir plus, tu vois. C'est juste que bon là effectivement ça peut devenir un effort parce que du coup tu réduis ton temps que tu consacres à toi-même, mais en soi de dormir correctement tu le consacres aussi à toi-même. Et moi un truc que j'ai toujours remarqué, tu dors plus, tout ce que tu vas devoir faire dans ta journée tu vas le faire beaucoup plus vite. Donc au final tu gagnes du temps et tu pourras dormir plus et enfin tu vois ça crée un peu un cercle vicieux quoi. Vertueux pardon. Je suis pas super inspiré sur ce sujet, mais en vrai, au final, vous avez plus ou moins tout dit. Et je dirais que peut-être les 2 mots qui résument un petit peu toutes vos idées, bah, c'est autodiscipline et organisation. L'autodiscipline. de base, c'était pas ça. C'était ce qui manque aux gens, c'est ça ? Ouais, enfin en gros, pour vous, qu'est-ce qui fait la différence Je trouve qu'on a tout englobé. Plus ou moins, ouais. J'ai autre chose hein. Moi aussi, après, en fait, au final, ce que je veux dire englobe aussi beaucoup de choses, parce que c'est vague, mais disons que l'autodiscipline, ouais, c'est juste la capacité à t'imposer des choses, tout simplement, et à t'y tenir. Donc au final, avec le temps, comme toi, ça devient une habitude. Et c'est pour ça que l'autodiscipline, elle est importante à la base, avec la volonté qui l'accompagne. Mais l'autodiscipline, ouais, c'est la base pour effectivement te dire, ok, ça c'est une mauvaise habitude que j'ai, je vais la supprimer pour en implanter une autre. Et du coup, typiquement, bah, par exemple, supprimer le scrolling de 23h à minuit sur le téléphone pour ne serait-ce que gagner 30-45 minutes de sommeil. Ça peut paraître con, mais ça, effectivement, 30-40 minutes de sommeil x 7, ça fait beaucoup de sommeil dans la semaine. Et après, l'organisation, bah, au final, c'est ça, c'est la capacité de te dire, ok, parce qu'on en parlait, du coup, tu en parlais dans le dernier podcast Coco, j'anticipe les événements pour ne pas me faire surprendre à la dernière minute par un imprévu qui va au final me flinguer ma séance ou ma récup ou ci ou ça. Et ça, je pense que ça marche pour tout hein, dans la vie, avec le travail, etc. Genre, à partir du moment où tu décides, en fait,
d'éliminer entre guillemets les trucs futiles, bah en fait tu te rends compte que dans ta journée t'as 12 fois plus de temps pour faire des trucs qui sont intéressants, tu vois. Et ça c'est juste en fait on est tous humains, tu vois, on a tous envie de à un moment se dire ah j'ai 5 heures devant moi pour rien faire ou machin etc. tu vois. Mais fondamentalement quand t'auras fini ces 5 heures tu te seras dit ah putain c'est cool, je me suis fait plaisir, mais qu'est-ce que ça m'a apporté, tu vois, rien. Alors que à l'inverse si t'as essayé d'être productif et de faire les choses le plus tôt possible, bah au mieux tu finiras ta journée plus tôt et là tu dis bah là j'ai entre guillemets pas mérité parce que c'est un peu ça, mais je trouve que c'est un peu malsain de dire ça, mais tu vois j'ai ce temps là et moi je me sens comme ça, c'est genre quand j'ai bien travaillé et que j'ai fini ma journée, je me dis ah c'est cool, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis même en avance, bah maintenant j'ai un petit peu de temps pour moi, je fais ce que je veux, tu vois. Mais je commence pas par le temps pour moi en fait, parce que sinon c'est tu pousses, tu repousses et au final tu fais jamais rien, ou en tout cas tu fais beaucoup moins que ce que tu pourrais faire. Procrastiner. Ouais, mais c'est con, mais comme je dis, je pense qu'on a tous eu ces périodes où on le faisait un peu plus. Il suffit que tu sois peut-être un peu pas bien psychologiquement ou quoi, et t'as vite fait, tu sais, de te dire bon, enfin, ouais, j'ai un peu la flemme, machin, je prends le temps pour moi, machin, etc. Et au final, bah ça crée un peu une dynamique négative, je trouve, alors qu'à l'inverse quand tu t'es productif et que tu fais ce truc, tu sais, c'est un peu le truc de la Miracle Morning Routine là où les gens se disent je fais la physio, je fais ça. Alors évidemment c'est totalement poussé et totalement inutile pour moi, mais de manière générale en fait le fait de dire d'être proactif et de faire les choses, bah en fait ça te met dans un bon état pour juste continuer à faire mieux, plus et tu vois, et te rendre compte de tout ce que tu peux faire au final, quoi. À la limite il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, parce que c'est vrai que j'ai pas été très productif justement sur ma réponse. Ce serait l'alimentation. Je pense qu'effectivement les gens sous-cotent énormément l'alimentation, et surtout avec les trends actuels c'était le FFMI, ouais voilà. En gros bah t'as tes calories, c'est bien, oui mais non en fait les micronutriments, surtout à long terme, en fait c'est surtout à long terme les micronutriments, c'est super important, et puis même d'un point de vue psychologique, ça peut paraître con mais ça je sais que Laurie et tout elle en parle pas mal, le fait d'avoir une assiette où t'as des couleurs etc, ça te donne envie de manger mieux, de manger. Puis même, moi je pense que aussi il y a un truc dont on se rend pas compte nous, c'est qu'en tant que sportif on a déjà on est un peu éduqué par rapport à l'alimentation, mais l'alimentation de la plupart des gens qui sont pas dans le milieu, c'est vraiment catastrophique, hein. Oui. C'est un truc de fou. Genre moi par exemple toi je te vannais à un certain moment de ta vie parce que tu mangeais beaucoup dehors etc, mais t'étais déjà mieux que 99% de la population, tu vois. Genre t'avais du sens dans ce que tu faisais, tu vois. T'avais ton quota de prod que tu faisais en sorte de manger un minimum de légumes, enfin tu vois, c'était quand même cohérent. Moi quand je vois certaines diètes, des fois je me dis ah ouais mais genre comment c'est possible, tu vois. C'est à base de 2 litres de coca, y a pas vraiment de structure, pas de repas, c'est je mange sur le pouce et puis je remange sur le pouce et puis après hop j'ai pris ça pour enfin tu vois, c'est vraiment ça manque, c'est en fait tu te laisses un peu porter, sauf que moi je comprends pas trop ça, parce que déjà dans ma famille ça a toujours été très carré, c'est à midi tu manges, le soir tu manges à 4 heures, il y a pas de grignotage, enfin tu sais, du coup ça m'a toujours éduqué à ça, mais je sais que pour certaines personnes c'est pas du tout le cas en fonction de l'éducation que vous avez pu avoir ou comment vous avez grandi, les phases de votre vie en fait on s'en fout un peu, hein, pour la raison pour laquelle, mais je sais que rien que ça en fait déjà de base tu vois, c'est amener un peu de structure dans sa journée au niveau de la nourriture et peut-être de la répétition, parce que du coup la répétition c'est quelque chose que tu fais bien et que tu fais tout le temps en général, donc c'est important, mais en fait c'est ça, c'est se rendre compte de la différence qu'il peut y avoir entre le milieu on va dire lambda, des gens qui sont pas forcément très éduqués avec la nutrition et le sport, et déjà des sportifs pas aguerris, mais tu vois, qui ont un petit peu d'expérience. La différence dans la nutrition, elle est colossale. Et après, t'as encore le step au-dessus de vraiment faire attention à tout. Même si je pense que l'alimentation, tu vois, c'est un des trucs dans lequel il faut pas rentrer trop dans la psychose, tu vois, il faut se laisser un minimum de... Parce qu'en fait, t'as l'aspect psychologique, comme tu dis, de profiter, tu vois. Et l'alimentation, c'est un rapport pour l'humain très différent de l'entraînement, où l'entraînement, tu sais que t'y vas... c'est pas vraiment pour le plaisir, enfin tu vois ce que je veux dire, ça tu vas pour un but, une finalité, alors que l'alimentation ça fait partie de ta vie, ça fera toujours partie de ta vie et tu pourras pas t'en empêcher, donc garder une relation saine avec, je pense que c'est très important. Oui, clairement. Ayant un papa cuisinier, c'est vrai que je n'ai jamais compris les gens qui achetaient des plats préparés, ça je trouve que c'est le pire. Enfin, les hachis parmentiers surgelés, des trucs comme ça, déjà c'est dégueulasse. Vraiment ils ont un palais de Doberman pour bouffer ça. Il y a du sucre, et puis ouais, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que après, mine de rien, les grandes surfaces ont permis l'accès facile. Après, ça dépend. Franchement, d'un point de vue nutritionnel, il y a des plats surgelés qui sont pas si mal. Mais en fait, moi, ce avec quoi j'ai du mal, c'est le fait de jamais cuisiner, tu vois. Moi, je trouve que c'est intéressant de cuisiner, d'apprendre, de savoir ce que t'aimes pas, le faire, pas. En fait, juste. C'est un truc dont tu seras toujours confronté, tu vois. Juste savoir un petit peu faire quelques trucs de tes mains, je trouve que c'est hyper intéressant et enrichissant en fait. Tu vois, moi c'est une des seules activités en dehors de la force où vraiment des fois je prends du plaisir. Genre je me dis qu'il y a des gens qui viennent manger chez moi, ça me fait plaisir de cuisiner, tu vois. Juste te faire un truc bon, si tu partages, enfin tu vois, genre. C'est ça qui est bien avec la cuisine, c'est qu'en fait tu le fais pour toi, mais aussi t'en fais partager si t'as une copine, ta copine. Éventuellement si tu invites des amis.
quand t'auras peut-être, bon toi peut-être pas, mais moi quand j'aurai des enfants plus tard, et au final, et potentiellement je leur lèguerai aussi. Et je trouve que c'est important, c'est une compétence utile jusqu'à ta mort en fait, tu vois, et qui sera utile à tes enfants et à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. Et surtout, comme on le dit, d'un point de vue éducation, le fait de cuisiner, tu montres à tes enfants que c'est possible. Enfin, tu vois, pour moi la nourriture, il y a beaucoup d'éducation. C'est évident que, enfin, genre typiquement, tu prends des gens qui vivent dans des pays pas forcément du tiers monde, mais qui n'ont pas trop accès au supermarché, etc. Naturellement, dans leur on va dire subconscient ou inconscient, j'en sais rien, c'est pas un truc qu'ils vont faire naturellement d'aller acheter un plat parfait, tu vois, ils vont beaucoup plus cuisiner, tu vois, quand ils auront accès à ces trucs là, alors que on va dire les peuples qui sont plus occidentalisés, bah en fait on a accès à ce truc là et du coup tu grandis un peu dedans, tu sais, dans la facilité d'aller chercher machin, etc., d'aller acheter, commander un truc et tout. Exactement. Et, bah, on peut parler par rapport aux générations, les générations d'anciens. Uber, ils connaissent pas, et encore maintenant ils y ont accès, mais ils le font pas parce qu'ils sont tellement pas habitués à le faire, tu vois. Alors que pour nous c'est un peu l'inverse, c'est la facilité, c'est j'ai faim, j'ai la flemme de cuisiner, bah je commande, tu vois. J'entendrai jamais mes parents dire ça, tu vois. Et en fait quand ils ont faim et qu'ils veulent manger un truc bon, ils vont aller au resto à la limite. Mais c'est pas du tout la même approche que nous, quand on a un truc, tu vois, on se doute bien que d'un point de vue restauration, entre le resto du mec que tu vas depuis 20 ans, tu sais que c'est bien fait, machin, etc., c'est des produits frais, et le Uber fait dans une dark kitchen un peu bresson, d'un point de vue nutritionnel, tu vois, c'est. Tu sais que c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est ça, en fait, c'est vraiment notre relation à la nourriture qui est différente en fonction des générations et qui va vers le pire, en fait. Et la cuisine, en l'occurrence, pour moi, ça a un impact très positif dans le sens où en fait, tu fournis un effort et du coup, tu utilises une compétence pour te faire à manger et ensuite tu dégustes ça, tu vois. Il n'y a pas ce côté de facilité où. Ouais, c'est récompensant. Ouais, voilà. Je pense à un lien. Oui, si, il y a un lien avec la sécrétion d'endorphine en quelque sorte, parce qu'au final, tu te fais plaisir, tu cuisines et ensuite tu manges un truc que tu as préparé. Bah, c'est le truc de, tu sais, quand tu fais un truc à manger, c'est toujours meilleur que quand on. Et en plus, quand tu l'as acheté, quoi. Et à la limite, si on remonte à loin avec la chasse, par exemple, bon, je suis pas forcément partisan, mais ce côté où au final, avant, on va dire, si on remonte très loin à l'époque du Moyen-Âge, il y avait vraiment tout le processus de tu devais aller chasser la bête, tu devais la dépecer, tu devais et au final. Bah, ça conscientise ta clairement. Et puis, il y a une fierté, il y a une forme de considération aussi à manger. C'est pas juste je mange parce que c'est facile, parce que j'ai de l'argent et j'achète à manger, c'est je mange parce qu'il y a tout un processus qui a été fait et que si j'avais pas fait ce processus, j'aurais rien dans l'assiette en fait, tu vois, je crèverais de faim. Non, ouais, je pense que c'est important. C'est plus le cas maintenant. On en avait déjà parlé entre nous, je sais plus, mais c'est l'aspect de, pour moi, genre les gens qui sont pas capables entre guillemets de à un moment se dire genre je dois tuer un animal pour manger cet animal, bah ils devraient pas manger de viande, tu vois. Parce que enfin en fait c'est pas forcément un acte cruel, chacun le voit comme il veut, j'ai envie de dire, parce que tant que c'est raisonné, c'est fait, mais justement en fait vu qu'on a accès à ce truc, on va au supermarché, t'es dans une barquette, t'as un bout d'animal, tu vois. Concrètement c'est un animal qui a été tué à un moment pour que tu puisses le manger. Conditions même plus horribles. Voilà. Et en fait, quand t'es pas capable de. Enfin, moi, je me dis, si demain il y a plus de supermarché et que je veux manger de la viande, bah j'irai tuer moi-même cet animal, tu vois. Et je sais que j'ai déjà eu ces discussions-là, notamment dans ma famille, avec les femmes de ma famille, genre ma mère et ma sœur, et elles m'ont toujours dit, je ne pourrais pas. Et je me dis, mais du coup, pourquoi tu manges de la viande, tu vois? Parce que c'est ce qui se passe. C'est juste, en fait, tu te mets des œillères, tu sais le principe, mais du coup, tu te l'éloignes de toi pour te donner bonne conscience, tu vois. C'est le confort et la modernité occidentale qui te permettent d'aller acheter avec tout ce processus que j'ai énuméré qui a déjà été fait à ta place, en fait, et loin de tes yeux, surtout. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Typiquement, ma mère, qui est en Pologne, qui habitait en Pologne quand elle était jeune, elle est là-bas. Ça date pas de si longtemps que ça, mais il y a 35 ans, elle a été dans la ferme de ses grands-parents, du coup, et son grand-père allait tuer les poules. Voilà, quoi. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, dans la tradition, et c'était comme ça, parce que sinon, ils mangeaient pas. Bon, on s'est bien éloigné. Entre côtes. Bah ouais. On va revenir au sujet principal de qu'est-ce qui est plus négligé. Moi, je suis d'accord sur l'extérieur à l'entraînement. Je suis d'accord sur l'hygiène de vie, la récupération, le sommeil, etc. C'est ce qui m'est venu à l'idée en premier. Mais quand vous parliez, j'ai pensé à dans l'entraînement. Et moi, ce serait l'intensité. Parce que je parle pas de l'intensité, genre les gens qui vont dire ah bah si là j'ai fait un gros RPE9, c'est que j'ai été haut en intensité, bah déjà c'est que tu respectes pas l'intensité. Et moi j'ai eu un déclic, j'en ai souvent, mais la dernière fois j'étais tout seul à la salle et genre je sais pas, je faisais un x5 au bench qui devait être RPE7 et genre je l'ai senti dur, tu vois, mais j'étais encore loin de ce que je pouvais faire. Et j'ai eu un déclic, je me suis regardé, j'ai dit t'as vraiment cru que ça allait être facile? Et je suis un peu en mode souvent on fait de la branlette, quoi. Enfin nous, pas forcément, mais la plupart des gens, ils sont en mode oh là, c'était dur. Mais tu sais, tu vois les réels. Dernièrement, je vois ces réels-là où tu sais, les gens ils sont en mode genre ils font un truc en mode POV, je m'entraîne 35 heures par semaine, mais je progresse pas. Et tu sais, tu les vois, genre ils sont en train de scroller, et ils font un tirage en même temps, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça. Genre, tu peux investir ton temps à l'entraînement de manière tellement plus
efficiente, tu vois. Alors que t'as pas besoin de faire 70 séries, t'as pas besoin de faire 70 heures, mais si tu faisais 5 fois moins, mais 5 fois mieux, Ouais. bah t'arriverais à un meilleur résultat, tu vois. Et moi, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Moi, mon point, c'est l'aspect tout psychologique qui tourne autour du power de faire plus, faire mieux, se conditionner à faire plus. Je sais pas comment expliquer, mais il y a tellement de trucs de ce côté-là, d'un point de vue mental, de aller au-delà de ce qu'on est capable, on va dire, surpasser ses potentielles craintes, peurs, etc., etc. Tu vois, et tous ces trucs-là, je pense que c'est tellement négligé. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont à l'entraînement, genre je sors du taf, je suis au téléphone sur la route pour aller à la salle. Oh, je suis à la salle, ok, salut, hop, je fais ma petite séance, tu vois. Moi, genre, quand je sais que j'ai une grosse séance, 3 jours avant, je suis déjà en mode, ok, je vais faire ça, machin, tu sais, genre, ça me matrix, tu vois. Et après, je dis évidemment, c'est poussé peut-être à l'extrême, mais juste de manière générale, si on se conditionnait mieux, on était plus ancré, vraiment, tu sais, présent dans ce que tu fais, plutôt que de le faire pour le faire, bah, je pense qu'on ferait tout mieux, et du coup, qu'on serait que tout le monde serait plus fort. Moi, j'ai un sujet un peu plus chill que parler de cuisine, de dépeçage de viande, et vraiment, c'est parti en couille. Il est parti trop loin, ton pote. Là. Moi, ce que je voulais parler avec Après, moi vous, aussi. c'est que il y a eu les championnats de France là qui ont eu lieu il y a pas longtemps. On a tous eu des athlètes, on a tous fait des choses sur cette semaine-là. Petit récap des championnats de France pour vous, comment ça s'est passé, quels sont les trucs que vous avez à noter ou quoi. Juste petit récap des France pour nous. Vous voulez, moi je peux commencer si Vas-y, vous vas-y. voulez prendre le temps. Vas-y. Pour moi, c'était un des championnats de France depuis longtemps le plus chill. D'habitude, j'ai vraiment beaucoup de monde. Là, il y a beaucoup d'athlètes qui sont passés en Open. Du coup, j'avais pas tant d'athlètes que ça sur la semaine. J'en avais, attends, je dis plus de bêtises, pas de bêtises, 4 ou 5, je crois. 4 ou 5. Ouais, je crois que c'est 5. Donc ça s'est passé très tranquillement. Et puis en plus, avec le format qui était un peu différent sur la semaine, bah forcément, c'est beaucoup plus cool. Tu restes plus longtemps. Donc pour les gens qui travaillent, etc., qui doivent prendre des congés, c'est peut-être plus contraignant. Mais pour les gens qui sont vraiment dans le milieu, qui coachent, etc., qui peuvent se permettre, enfin, où c'est leur travail principal, on va dire, bah c'est bien parce que du coup, ça permet de vraiment plus répartir le stress et ça évite d'enchaîner des journées qui sont très compliquées. Donc au final, c'était un des championnats de France les plus chill que j'ai fait. Vraiment, je l'ai vécu beaucoup mieux que la plupart que j'ai pu faire. Je trouve qu'il y a beaucoup d'évolutions, notamment tout l'aspect speaking, etc., qui a vraiment apporté un gros plus à l'événement. Et je pense que c'est important que ça continue à se développer comme ça. Et puis moi je vois les perspectives il y a de plus en plus de monde, etc. Et je me dis, il y a moyen de faire des dingueries, tu vois, genre des gymnases de fou bien organisés, tu vois, avec des stands, un peu comme on va le faire là avec le Stand Worker Meet, mais en plus grand et encore mieux, tu vois, enfin, continuer de développer ces trucs-là, tu vois, pour chaque championnat de France, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a une disparité, c'est-à-dire que le Stand Worker Meet, en tant qu'organisation, tu vois, c'est beaucoup plus poussé que n'importe quel autre championnat, et je pense que si à terme on pourrait juste faire mieux partout, bon évidemment il faut voir comment c'est faisable, mais voilà, d'optimiser ces compétitions, de rendre tout beaucoup plus ludique, tu vois, de créer un show autour de la force, parce qu'en vrai ça a de plus en plus ce potentiel là d'être entraînant, tu vois. Avant c'était très ennuyant, tu étais là en mode elle est longue la compète, tu vois, et là quand t'as des spotters comme là justement qui encore une fois ont fait une vraie différence, tu vis la compétition totalement différent. Genre moi chaque championnat de France que j'ai fait dans ma vie c'est fin 19h, vraie fin 21h30, tu vois. Là c'était l'inverse, c'était fin 19h, vraie fin 17h30. Et ça fait une différence de fou. Sur une compétition où tu passes 30% de ton temps à charger des barres, bah en fait, si tu gagnes 50% de ces 30%, bah t'as économisé 15% de ta semaine en fait à attendre que quelqu'un charge des barres, tu vois. Et du coup, dans l'organisation générale, c'est ultra important et je pense que ça a fait du bien de fou d'avoir des spotters très efficients. Voilà. À qui le tour? Ouais, moi je peux en parler. Bah non, mais en vrai, des très bons championnats de France, historiquement, c'est les premiers juniors et sub-juniors sur une semaine regroupés. Donc en termes d'organisation, c'est quelque chose, mais après, ça permet d'avoir des journées plus courtes et pour les bénévoles, c'est mieux. Après, en tant que coach, une petite salle de chauffe, j'ai trouvé personnellement, mais ça tournait bien, même sur des groupes à une trentaine d'athlètes, ça a bien tourné. Et bon, ça reste quand même un état d'esprit plutôt cool dans l'ensemble, donc tu arrives à tourner avec d'autres gens. Il y avait des gradins, ça c'était très cool pour les spectateurs. Moi j'y suis allé 2-3 fois et c'est vrai que d'avoir des gradins plutôt que des chaises à plat dans une salle, beaucoup plus propre, chaud, tu vois. Ça fait chaud et tout, c'était bien. Il y avait du monde toute la semaine sur les spectateurs, ça c'était très bien. Et sur le live sur le live il y avait du monde toute la semaine. Ouais, genre je crois que mardi j'étais sur live le matin, il y avait genre 200 personnes. Putain. Tu dis bah c'est trop bien quoi. Ouais. Donc ça c'était cool, les chargeurs par heure qui faisaient terminer la compétition plus tôt. Et puis même en termes de médias, tu sais, quand il y avait des tentatives de record ou quoi, il y a l'écran maintenant derrière. Avant c'était juste une bâche, et là c'est comme on a eu au Silent Worker Meet de l'été dernier pour la première fois, c'était un écran, et du coup bah ça met de l'animation, des choses comme ça. Donc c'est vrai que pour le sport c'est mieux. Et puis c'est sûr que là le gymnase je l'ai trouvé peut-être un peu petit, comme tu disais. Mais je crois que c'est pas
on vraiment arrive à... leur faute. Non, C'est non. qu'en fait, il y avait une scène qui était censée être utilisée et ils ont dû, à cause de l'écran qui pouvait pas supporter les vibrations, ils ont dû réavancer la scène originale, enfin la scène. Du coup, ils ont perdu en fait 7, 5, 6 mètres de profondeur et c'est ça qui a rendu le truc un peu exigu par rapport à la superficie qu'il y avait de base. Mais c'est vrai que je vois bien ça dans un grand espace avec des stands de plusieurs marques qu'on puisse accueillir du monde, quoi. Ouais, après, dans l'idée, je pense le mieux, ce serait de le faire un peu comme un festival, c'est-à-dire t'as l'aspect show, compétition, avec des gradins, un peu comme un théâtre, tu sais, comme là, ça fait un peu ça, théâtre, tu vois, et derrière, un petit truc avec un hall où, tu sais, et souvent dans les grosses compétitions, genre au championnat du monde, t'as ça. À Malte, par exemple, il y avait ça, où t'avais des gros gradins, t'avais la compétition, et puis derrière, t'avais encore peut-être 400-500 mètres carrés d'ouvert, un peu un open space, tu vois, où tu peux parler, discuter, machin, etc. Et si tu veux un peu t'éloigner du bruit, bah tu peux aussi, parce que bon, ça, à la longue, c'est sûr que c'est un petit peu usant, quoi. Mais c'est vrai que ça nous sort un peu du schéma classique des championnats de France où c'est très... vu que c'est organisé par la FF Force et qu'on est sur des championnats où il va y avoir des titres de champion de France qui vont être donnés, c'est très scolaire, tu vois. C'est très administratif, où t'es là... il y a les présidents et tout, il y a les arbitres, barre chargée, machin. Là, typiquement avec le speaking, on arrive à sortir un peu ça avec des voix comme celle d'Antoine Brutus. Ça met vraiment du show, quoi, quand il y a des records et tout. Tu gardes l'aspect très scolaire, comme tu dis, pour le plateforme, parce que c'est obligatoire par rapport au règlement. Mais après, t'as l'aspect speaking qui est annexe, tu vois, où c'est vraiment... t'as un live à part qui n'engendre absolument aucune action sur la compétition elle-même, et du coup tu peux avoir le côté chaud tout en ayant le côté ça doit être scolaire parce qu'il y a des règles et tu dois le respecter, quoi. Voilà. Vous avez fait un bon récap, hein, effectivement, grosse amélioration au fil des années. Moi qui ai commencé à la FA il y a un moment à peu près en même temps que toi, c'est vrai que si tu te rappelles du début, la FA, il y avait 10 pélos pas dans les tribunes, il y avait 10 pélos sur des chaises, personne n'encourageait personne et tu venais faire ta compète et voilà, tu vois, c'était fini. Là vraiment, sur 5-6 ans, il y a eu une évolution qui est absolument ahurissante. Et même moi, parfois, typiquement quand j'y étais, j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh, on en est arrivé là en si peu de temps, parce que 5-6 ans quand même, sur la carrière totale d'un sport qui va perdurer encore longtemps, c'est rien, donc je me dis, où est-ce qu'on sera dans 30 ans, il y aura des IA, il y aura des trucs de fou, tu vois. Mais déjà, franchement, grosse amélioration. Ouais, les tribunes, je suis d'accord, les tribunes, ça fait beaucoup, parce que mine de rien, le confort du spectateur, surtout qui est pas du sport, typiquement les para-accompagnants ou autres, ça fait quand même beaucoup, mine de rien, ou les amis qui sont hors sport, etc. Ça peut les inciter à s'y mettre, mine de rien, parce que bon, un petit peu de confort à côté, tu te dis, ouais, c'est vrai qu'ils mettent des moyens dans la compétition. Salle de chauffe un peu petite, c'est vrai, mais en soi, ergonomiquement, ça fonctionnait. Il y avait quand même les écrans qui étaient bien organisés, c'était bien lisible pour les coachs en salle. Ça c'est un point quand même assez important, sinon tu dois faire 10 000 allers-retours et tu t'en sors pas. Moi, le seul petit détail, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, qui m'a un peu titillé, c'est le fait que vu qu'il y avait une scène sur laquelle les athlètes liftaient, les arbitres latéraux pour le squat, c'est là où c'est problématique, étaient en contrebas. Et du coup, ça fait un angle en contre-plongée pour la visibilité sur l'amplitude. C'est vrai qu'il y a eu des calls qui étaient un petit peu limite. Et je pense que c'est pas à cause de l'arbitrage en lui-même, mais c'est du fait de la position, en fait. Donc l'angle de vue est mauvais, quoi. Est mauvais. Et pas optimal pour vraiment juger. Je dis pas qu'il faut que tu sois pile poil au millimètre près, mais si t'es vraiment en contre-plongée de 2 mètres, compliqué. Après, quand tu vois les standards qu'il y a internationaux maintenant, en vrai, c'est cohérent. C'était dur, mais c'est ce qu'on demande à l'international. Donc un peu. Enfin, pour moi, si tu veux, le championnat de France, c'est justement le moment où tu fais la passerelle entre t'es chez toi, tu fais ça en France, et tu vas potentiellement faire ça en Europe, au monde, à la WEC, machin, enfin, toute compétition internationale. Donc du coup, c'est important de se confronter à ces standards-là, tu vois. Donc pour moi, que ça soit exigeant en France, c'est pas. Je trouve pas ça ahurissant, je trouve ça même cohérent dans la globalité. Évidemment, il faut pas être strict pour être strict, tu vois, il faut être strict pour une raison, mais en fait, tu t'alignes sur les standards internationaux. Quand tu vas au monde, si c'est ça, il faut que ce soit la même chose en France. Si au monde ça devient plus souple, il faut que ce soit plus souple en France, tu vois. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne l'arbitrage, je pense, dans tous les sports, tu vois. Il y a des périodes où le foot, par exemple, ça a évolué, tu vois. Avant, c'était peut-être un petit peu plus rustique, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des plus gros tacles, des plus gros trucs. Maintenant, c'était pas trop sifflé, et maintenant, c'est beaucoup plus sifflé. Et en fonction des championnats, tu vas le voir aussi qu'il y a des différences d'arbitrage, tu sais. En fait, ça fait un peu partie de l'aspect culturel du sport qui évolue avec les standards qu'on demande. Donc en vrai, moi je trouve ça pas incohérent, même si effectivement, si les arbitres avaient pu être au niveau, ça aurait peut-être été plus simple pour eux de juger. En vrai, moi j'ai trouvé que les calls n'étaient pas non plus aberrant, strict parfois, mais pas aberrant, donc je comprends l'idée, mais je pense que c'est pas tant un problème que ça au final. Après, au championnat de France, il y a tout le temps cette plateforme surélevée. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'à l'Inter, elle y est pas. Et c'est pour la visibilité. Là, il y avait des gradins, donc je pense que c'était moins problématique. Mais en fait, pour poser tout l'aspect scénique avec l'écran, machin, etc., il faut avoir ces petits trucs surélevés. Moi, j'aime bien la plateforme en vrai. Je trouve que ça rend bien visuellement. Ça fait un piédestal. En tant qu'athlète, j'aime pas. En tout cas, quand j'ai tiré, c'était à Montpellier, enfin au Crest pour les championnats de France Open, et il n'y avait pas de dalle en caoutchouc, on va dire, comme ils avaient mis là ça rebondit de ouf. À Villepinte, et du coup ça rebondissait aux terres, c'était insupportable.
Mais sinon, non, moi j'ai trouvé l'arbitrage très bon en tout cas, donc là-dessus j'ai rien à dire. Non, l'arbitrage en soi, moi ce que je disais c'est que l'arbitrage était bon, c'est juste que ça aurait été être plus ergonomique pour eux. En termes de facilité de jugement, d'être un peu plus haut, quoi. Tu vois. Après, bon, dans l'absolu, effectivement, là pour le coup, je tends vers ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que ce soit un poil trop strict, surtout sur des subjus et jus pour donner l'habitude sur la transition en open et nationale, plutôt que, au final, j'ai vu une vidéo d'un gars qui squattait sur une fédé américaine, il n'y avait pas les genoux lock ni au départ ni à la fin, et il n'y avait pas l'amplitude et ça passe, quoi. Donc là, clairement, les arbitres ont souvent tendance à se baisser pour voir la depth, tu vois. Donc au final, ça revient au même. Ils ont juste besoin de rester droit. Tu vois, donc d'un point de vue ergonomique pour eux, c'est peut-être même plus simple. Parce que si tu dois faire ça à chaque fois, même au bench, tu dois faire ça pour regarder les fesses, là t'as juste à regarder droit, c'est mieux que se baisser 900 fois dans la journée, tu vois. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Il y en a un qui était à France et qui m'a dit putain, on n'avait pas à se casser le dos toute la semaine, c'était cool. Ouais, c'est vrai. Du coup, pour conclure, moi j'ai bien kiffé parce que j'ai mes athlètes qui ont bien performé. J'ai eu mon premier titre de champion de France en tant que coach, donc ça forcément ça fait toujours plaisir. Et même ça s'est bien passé pour mes athlètes, que ce soit pour le résultat ou même la comp dans l'organisation ou quoi. Les athlètes étaient bien pour faire une compétition. J'ai l'impression en tout cas que l'endroit était cool et du coup j'ai aussi fait le speaking et ça c'était trop bien, c'était une première fois pour moi. On a bien été pris en main par la fédé et par la team de speakers et même par le club qui organisait, donc par rapport à ça c'était très cool. Et donc voilà, une très bonne expérience de manière générale. Je trouve que le club organisateur a bien géré ça. C'était super, une bonne expérience. Le fait que ça dure une semaine, franchement, je trouvais ça quand même cool parce que, comme tu l'as dit, Coco, c'est plus reposant, même si c'est plus long, c'est quand même plus reposant. Tu fais pas des journées de 7h, 21h, comme par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu les championnats belges où Clara a tiré et la compétition, elle a commencé à genre 8h, elle s'est finie à genre 1h30 du matin, tu vois, parce qu'ils ont dû caler un championnat complet sur 2 jours. Et donc forcément, en fait, à la fin, quand tu tires sur un plateau qu'il est 21h et que les arbitres, ils arbitrent depuis 10h, parfois il se passe des petites dingueries où les chargeurs spotters, ils font des dingueries parce qu'ils sont cuits et tout, tu vois. Et là, en fait, les journées étaient plus légères. Et donc, pour nous qui n'avons pas de restrictions au niveau du temps par rapport à notre travail, parce que c'est notre job de faire ça, c'était trop bien. Donc, après, je pense que maintenant que ça se professionnalise plus au niveau du coaching, c'est vrai pour quasiment tout le monde, la plupart des coachs qui sont à plein temps peuvent venir toute la journée. Là, c'est plus chiant, c'est peut-être pour les athlètes qui, eux, ont un travail. Ouais, mais en fait, tu poses un jour de congé quand il arrive. Et puis, c'était sur les vacances et on était sur les jeunes. Ouais, donc il y avait une seule zone qui était pas en vacances. Non, c'était assez cohérent. On voit qu'il faut essayer de faire ça bien, tu vois. Poser un jour de congé ou deux, c'est pas non plus catastrophique, tu vois. Il y a un athlète que j'ai géré d'Alexandre, de RDE, et il était comme un fou. Je lui ai dit, mais là, t'es en vacances? Il me dit, non, j'ai dû poser un jour et du coup, c'est trop stylé. Ils m'ont dit pourquoi, je vais au championnat de France et tout, il était trop content, c'était marrant. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi négativement à ça, mais faut dire que si tu vas au championnat de France, c'est que t'es un minimum impliqué dans ton sport, donc poser 1 ou 2 jours de congé, c'est vraiment pas la fin du monde, je pense. Après, si c'est refusé par l'employeur, là c'est plus chiant, mais bon, les dates sont quand même prévenues bien à l'avance, donc en général tu peux faire en sorte que ça aille, surtout que là il y a vraiment un motif, quoi. C'est pas pour juste passer 2 jours dans ton lit, quoi. Ouais. Allez, tu vas laisser juste ce passage-là. Sujet 4. Alors, dernier sujet, après que monsieur Corentin Clément se soit brûlé avec le radiateur à fond. Le hors-saison, oui, non, pourquoi, dans quelle mesure, jusqu'où? Voilà, allez-y. Allez. Allez, c'est comme mon 9 sur 9 du podcast précédent, en fait, c'est une hot take. C'est une hot take. Le hors-saison, en fait, ça dépend comment on le qualifie. C'est-à-dire que périodiser son entraînement autour de ses compétitions, évidemment. Dire, pendant 1 an, j'ai pas de compétition, donc je me la touche. Non, tu vois. Voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est que pour moi, leur saison, c'est un terme où les gens ont tendance à, un peu comme le deload, à se dire, c'est bon, je peux souffler. Pour moi, si t'es vraiment impliqué dans ton sport, il y a aucun moment où tu peux vraiment souffler. Juste, il faut être intelligent et logique dans ta programmation pour laisser le temps quand t'as le temps de te reposer. Si tu sens aussi des signes de ça commence à être compliqué, machin, etc. Et de pas toujours pousser, on va dire, la mule, alors que c'est pas le moment. Mais voilà, je pense qu'il faut. En fait, j'aime pas ce terme. C'est le terme que j'aime pas. Hors saison. Ça veut dire quoi hors saison? Surtout qu'en force, en fait, des compétitions, t'en as tous les 3 mois, tu vois, dans une saison normale. Donc en fait, il y a pas de hors saison. Sauf si tu décides de prendre volontairement 1 an off. Mais dans ce cas, je prends mon exemple à moi. Là, j'ai pris 1 an off. Bon, c'était pas voulu et donc c'est un peu différent. Mais je connais très peu d'exemples où les gens se sont dit, je prends 1 an off et je reviens et je suis à fond, tu vois, ou genre je suis meilleur que j'ai jamais été. Donc non, de manière générale, je vais répondre non.
parce que je trouve que c'est souvent mal fait, mal interprété, mal compris. Maintenant, évidemment, comme j'ai dit, juste périodiser l'entraînement de manière logique, ça, c'est logique. Tu peux pas toujours tirer, tu peux pas toujours être en train de faire tes meilleurs perfs. Des fois, il faut savoir un petit peu prendre du recul sur ce que tu fais, comprendre pourquoi, comment, que faire mieux. Mais ouais, au global, ça pourrait ça. Attends, je vais juste préciser légèrement éventuellement l'orientation du sujet. Ça évitera de prendre le truc avec trop de recul. À la limite, on pourrait définir hors saison pour cette thématique-là sur planifier volontairement une période plus ou moins longue avec moins de spécificité, un peu plus orientée, moins spécifique. Pas body parce que bon, on reste dans la FA, mais voilà, un peu moins spécifique, voire beaucoup moins spécifique. Bah du coup, pour rebondir là-dessus, j'ai un peu répondu, mais pour moi, les périodes moins spécifiques, plus spécifiques, elles dépendent pas forcément de la compétition, elles dépendent juste de l'athlète. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu peux être moins spécifique et être plus fort, et il y a des moments où tu as besoin d'être moins spécifique pour être plus fort, et en fait, du coup, ça dépend pas forcément de ta compétition, ça dépend plus de où on est l'athlète dans sa carrière, qu'est-ce qu'il a en dehors de l'entraînement, comment est-ce qu'il se sent, etc. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc-là de plus tu t'approches de la compétition, plus tu vas être spécifique, enfin le schéma classique, et plus j'avance et plus je m'en éloigne. Et en fait, je vais adapter ma programmation autour de l'athlète et de ses sensations globales, et pas forcément autour du calendrier qu'on va lui imposer, tu vois. Et parfois, en étant moins spécifique, il se retrouve à être tout aussi fort, voire plus fort que ce qu'il a été. Donc en vrai, je pense que ça répond plus ou moins bien à la question. Oui. Du coup, moi sur ce sujet-là, je dis non. Et en plus, je cherchais un exemple, et ça rebondit un peu sur ton exemple à toi perso. Mais le seul exemple que j'ai trouvé, c'est moi. D'un compte que j'ai fait, c'était en septembre, le championnat de France. Et j'ai dit, la prochaine que je vais faire, c'est sûrement le Silent Worker Meet. Il est fin juin. Ça fait 10 mois que j'ai pas fait de comp. À aucun moment, j'étais en mode chill. Genre vraiment, ça fait 10 mois que je suis à fond. Même, ça m'a causé des petits soucis. Mais même pendant les périodes où j'ai été plus bas en intensité, j'étais toujours assez haut en spécificité. Et j'étais en mode, le peu que je peux faire, je vais le faire à fond, tu vois. Et donc, ce truc de hors-saison, au contraire, moi, depuis les championnats de France qui sont passés, je suis en mode, je vais me la donner à 200%, et j'ai une énorme période de travail, et j'avais l'impression que juin, c'était genre la semaine prochaine pour le Silent Worker Meet, tu vois. Et ça fait 10 mois que je suis là, genre, le Meet c'est bientôt, et du coup, c'était un objectif comme ça qui m'a drivé pendant tout ce qu'on pourrait appeler un hors-saison, parce que j'ai pas fait de comp, mais pour moi, à aucun moment, j'étais en mode chill et tout. Au contraire, j'ai explosé en termes de charge absolue, j'ai progressé et tout. T'as pris du poids et de charge absolue. J'ai explosé en termes de charge absolue. Vraiment, je suis passé de moins indicateur à moins 130 kilos. Non, mais voilà, du coup, non, je suis pas très fan. Après, des fois, il y a des athlètes qui peuvent le demander en mode, bah là, j'ai besoin d'un peu moins. Mais comme on disait, ça va être moins de spécificité, mais pas. Et de quoi un peu moins, en fait. Ouais, ça, voilà. Faut mettre. Faut creuser un peu avec l'athlète aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, je suis pas fan du terme. Et quand j'ai un athlète qui fait une comp, bah je me dis jamais oh bah là on va y aller chill pendant un mois ou deux, ça va te faire du bien et tout. Non, des fois l'athlète il se dit oh bah la comp elle s'est pas très bien passée, ou même elle s'est bien passée et j'ai 2 fois plus la dalle. Et ça vient de l'athlète en lui-même. Je pense que ça dépend du psychologique. Moi par exemple, pour rebondir là-dessus, ma meilleure période d'entraînement c'était après les championnats du monde en Turquie, où j'ai fait une compétition que je trouvais pas la meilleure, mais en soi qui était pas non plus horrible. Et c'était genre juste après la compétition, j'ai jamais été aussi fort, tu vois. Et à l'inverse, j'ai eu des compétitions où vraiment je me sentais éclaté physiquement, et du coup j'avais besoin de reprendre plus tranquillement. Mais en fait ça tu le vois directement avec l'athlète, et je pense que ça dépend pas du calendrier comme je dis, mais juste de comment est-ce que l'athlète a vécu sa prépa, comment elle s'est passée et où est-ce qu'il en est dans sa vie, tu vois. Pour ma part, le hors-saison c'est non aussi. En fait surtout le hors-saison en mode j'ai pas de comp pendant longtemps, donc vas-y, je vais faire de la muscu pour faire du muscle. Ça m'énerve les gens qui disent ça. Parce que ça sert à rien. Tu peux très bien continuer à t'entraîner autant que tu le veux, de manière assez spécifique, et tu pourras prendre du muscle. Si tu veux changer un petit peu pour l'adhérence, parce que l'adhérence c'est très important, et que t'aimes faire des accessoires d'assistance, un peu body et tout, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Mais il y a des moments, comme tu l'as dit, c'est pas réellement la planification, c'est plus par rapport à l'athlète. C'est pas par rapport à un événement, c'est pas parce que t'as pas de comp pendant 6 mois que tu dois faire des tractions, des dips et aller tabasser tes biceps, tu vois. Tu peux le faire bien, même si t'as une prépa dans pas longtemps, si jamais c'est bien fait et que l'athlète en a besoin pour l'adhérence ou quoi, tu vois. Et donc pour moi, non, le hors-saison, c'est une période comme une autre. C'est juste un moment entre deux compétitions qui est un petit peu plus long, où peut-être que oui, t'as le temps d'essayer de nouvelles choses, de peut-être te mettre un petit peu moins de pression psychologique, de faire redescendre un peu tout ça, mais ça veut pas dire que tu dois t'éloigner de ton sport, que tu dois moins le pratiquer. C'est pas parce que t'es en hors-saison que tu vas passer de 4 séances à 2.
dans la semaine parce que tu as envie d'aller faire un footing, tu vois. En vrai, si tu as envie, ok, fais-le, mais ne dis pas que c'est du hors-saison. Du moins, n'utilise pas l'excuse « je suis en hors-saison » pour moins pratiquer le sport. Utilise juste le truc de « j'ai envie de moins pratiquer mon sport parce que ça me saoule ou parce que j'en ai besoin » et dans ce cas-là, tu le fais, mais c'est pas hors-saison, c'est juste une période comme ça qui est nécessaire. Comme tu l'as dit, je pense qu'en fait, le problème, c'est que c'est un peu comme le dit l'autre, ça conditionne à faire moins ou moins bien, tu vois. Et c'est ça que j'aime pas. Alors qu'en soi, on a tous des périodes hors saison, c'est-à-dire on est loin ou au plus loin de la compétition. Et c'est pour ça que le terme je n'aime pas, c'est que vraiment il conditionne à faire les choses peut-être moins bien. Et forcément, à terme, c'est ce qui te fera devenir moins fort en tant qu'athlète, quoi. Je suis d'accord. Ben, merci beaucoup pour vos réponses, c'était très instructif. En vrai, je pense que, peut-être que je me trompe, mais il me semble que le terme hors saison, fondamentalement, il vient plus de la prépa physique traditionnelle, avec la PPG, PPS, PC, et en gros, le hors saison, c'est la PPG où tu fais plus grand chose de très spécifique, et du coup, voilà, tu fais de la prophylaxie, tout ça. Ou alors tu fais progresser d'autres qualités. Ouais, le terme qui date de longtemps. Tu fais progresser d'autres qualités physiques, on va dire, qui peuvent être intéressantes pour ton sport, mais. Et ça, je pense qu'en fait, ça va dépendre de. En fait, le problème de notre sport, enfin, le problème ou la chose bien de notre sport, c'est que c'est un sport très spécifique, qui est très répétable, qui est toujours le même. On te demandera de faire toujours le même squat, toujours le même bench, toujours le même terre. Quand tu fais un match de foot, quand tu fais un match de rugby, des angles de mouvements, de trucs, tu vas en avoir des milliers différents, tu vas avoir des contextes infiniment différents et tu joueras jamais le même match de jamais la même manière. Donc en fait, entraîner ton corps de manière plus générale, là ça a un intérêt puisque du coup tu dois être prêt à tout ce que le match peut te confronter, on va dire, et ça va dépendre aussi de tes adversaires. C'est ça, il faut le comprendre, c'est que quand tu joues contre une équipe, on parlait avant des championnats, une équipe anglaise, bon là je prends un exemple international parce que ça parlera peut-être à plus de monde, tu t'attends à avoir un jeu plus musclé que quand tu joues contre une équipe espagnole, tu vois. Et donc du coup ta préparation, elle a un intérêt dans ce sens-là de se préparer à ce que tu vas avoir en face. Et c'est là où il faut comprendre. Nous, ce qu'on aura en face, c'est toujours la même barre, toujours les mêmes poids, qui font toujours la même chose, et donc du coup on n'a pas besoin d'être apte à faire autant de choses différentes autour, et c'est là où ça perd tout son sens de faire cet aspect un peu comme tu dis, prépa physique, PPG, machin, etc. Parce qu'en fait on n'a pas besoin de faire de préparation physique générale, on a juste besoin de faire de la préparation physique spécifique, donc la deuxième partie, ou même voir de la préparation de compétition, parce qu'en fait à un certain degré, donc la préparation physique spécifique, elle peut être très peu spécifique, c'est plus spécifique que la PPG, mais parce que la PPG est vraiment très peu spécifique. Donc dans l'idée, on n'a pas besoin de se préparer à des choses qui n'arriveront pas, puisqu'on sait qu'elles n'arriveront pas. Donc autant se préparer à ce qui va arriver, puisque ça, on sait que ça arrivera. Oui. Et pour rebondir sur ça, je dirais que si on va pas sur l'aspect PPG, parce que là c'est plus prépa physique, je dirais qu'aussi le côté hors saison vient un peu de la planif tradi, où en gros, j'aime bien prendre cet exemple toujours, si t'as 3 blocs avant une compète, t'en fais un pas du tout spécifique avec que du x6, et ensuite progressivement t'augmentes l'intensité, on baisse le volume, enfin vraiment le B.A.-bas, on va dire, de la planif. Et au final, je pense qu'effectivement, avec toutes les avancées et nouvelles connaissances et compétences en termes de planification vis-à-vis de la force athlétique, vu que le sport s'est beaucoup développé, en fait, c'est un peu dépassé, tout simplement. C'est complètement dépassé, puisque on peut faire, oui, effectivement, une forme de... Moi, c'est vrai que j'aime bien faire 1 ou 2 mois dans l'année avec toujours du comp et tout, mais peut-être des variations un poil moins spécifiques, en partie pour l'adhérence, comme tu l'as dit. Je trouve que c'est bien d'entretenir un petit peu ce côté casser la routine une fois de temps en temps, si l'athlète en a besoin, aussi si l'athlète il veut tryhard 12 mois sur 12, ainsi soit-il. Hein. Mais sinon, mis à part ça, tu peux en fait garder de la diversité dans ta planif, je pense, en variant, en mettant peut-être un peu plus de volume pour une moins de spécificité, mais en gardant toujours ce qui fonctionne sur l'athlète sans avoir besoin de partir dans des trucs extrêmement créatifs et farfelus sous prétexte de hors-saison ou de l'athlète a besoin forcément d'une période off de 2 ou 3 mois après une compète. Et justement, comme tu l'as dit, en fait, c'est peut-être le moment d'explorer, on en a parlé encore une fois là, c'est le moment peut-être de chercher des choses différentes, si l'athlète en ressent le besoin, ou même s'il en ressent pas, juste de dire, écoute, on va peut-être allouer 10% de notre entraînement à la découverte, alors qu'en temps normal, on pourrait pas le faire, tu vois. Et en fonction de comment l'athlète se positionne, tu peux même monter un peu 20, 30, 40% justement de je cherche, on voit un petit peu, on expérimente, tu vois. Que ce soit d'un point de vue technique, changer des choses techniquement, ou alors d'un point de vue programmation. Et là, oui, ça a un sens parce que du coup, ça aura moins d'impact sur ta prochaine compétition vu qu'elle est plus loin. Donc si ça va pas, on peut rattraper le tir, et à l'inverse, si ça va, on pourra s'engouffrer dans ce qui fonctionne. Donc là, oui. Mais du coup, c'est pas faire du pas spécifique, parce que des fois justement la découverte ça va peut-être être plus spécifique, tu vois. En fait c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'explorer ça veut pas dire faire des choses farfelues, ça peut être faire du plus spécifique, ce qui paraît totalement contre-intuitif. Ça peut être rajouter une fréquence, ça peut être faire plus de volume, ça peut être faire plus d'intensité, ça peut être tellement de choses en fait. Ça peut être à l'inverse, réduire la fréquence, réduire l'intensité, réduire le volume, changer les variations, changer la manière d'entraînement, de s'entraîner, changer le split, changer les formats. Il y a beaucoup de choses à changer, mais c'est pas
une façon de changer. Il n'y a pas un changement en fait. Il peut y avoir du plus spécifique, du moins spécifique. On peut se rapprocher de ce qu'on fait en compétition, on peut s'en éloigner. Et ça, indépendamment à quel point on est loin de notre compétition, quoi. Non, moi c'est bon. C'est bon? J'ai fait un petit rap god là. Bah écoutez, on arrive sur 1h20 quasiment de podcast. Ouais. C'est pas mal. Je pense que c'est le timing idéal. Très bien. Je pense que c'est le timing idéal. Donc voilà pour la fin. Je te laisse faire l'outro. Comme d'habitude, t'es le professionnel de l'outro. 5 étoiles sur Spotify, s'abonner, like sur YouTube, commentaire. Si vous avez des idées de sujets. Ouais, et s'abonner aussi sur YouTube. Parce que comme on a dit, on regarde ce qui est dit en commentaire pour s'inspirer de nos sujets. Des fois, on prend pas forcément vos sujets exactement, mais on s'inspire des sujets qui sont dits. Exactement. Donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Et si vous aimez... parce que je sais que, Charlie, tu me l'as dit aussi, il y a beaucoup de gens qui sont venus te voir en France en disant oh, c'est trop bien et tout le format, etc. Ouais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Ne restez pas des viewers de l'ombre, parce que nous, ça nous prend quand même du temps, comme vous pouvez le voir. On essaie de faire les choses bien. Donc si vous pouvez lâcher un petit commentaire et nous montrer que vraiment ça vous plaît, bah faites-le, parce que ça nous fera plaisir à nous aussi, ça nous permettra de peut-être professionnaliser, changer, faire mieux, faire plus en fonction de ce que vous attendez de ce format. Voilà. Au revoir. Salut.